à toutes et à tous, bonsoir, même bienvenue en direct sur TG+. Maintenant c'est fini, Télé Grenoble, on passe à autre chose, c'est TG+, c'est un petit réflexe à retenir, canal 30 de toutes les box internet. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez même aller directement sur votre télé, canal 30, ça marche chez tous les opérateurs. Bienvenue les amis et bonne année, parce qu'on est encore dans la période de souhaiter les vœux, meilleurs vœux pour cette année 2026 et principalement la santé pour toutes et tous, bien sûr. Allez, numéro d'épisode 5e, déjà 5e déblayage depuis le retour, un plateau pour vous. On va commencer les présentations rapides par monsieur l'arbitre, parce qu'on a un arbitre et c'est toujours l'arbitre qu'on salue en premier, monsieur Aurélien Carrier. Ça va Aurélien ? Ouais, bien, et toi Hugo ? Eh ben, je te remercie, qui était déjà venu à l'époque de la première partie des déblayages et tu es revenu un petit peu avec nous. Tu seras un petit peu notre témoin arbitre de la soirée et puis on a plein de choses à voir ensemble. On va parler des incivilités, on va parler de l'évolution de l'arbitrage. Voilà, je te remercie parce que c'est toujours intéressant de pouvoir croiser avec les arbitres. On va également parler un petit peu de la formation des jeunes, notamment avec un éducateur. On a décidé de prendre un éducateur de jeunes. François, comment ça va ? Ça va et toi ? Tu vas bien ? T'as forme ? Ouais. Eh ben, écoute, bienvenue également à toi. Toi, tu feras le parallèle avec nous. On pourra partir sur, notamment quand on parlera de l'arbitrage et des règles et du rugby des grands, comme on fait d'habitude. Tu nous feras le rapprochement avec les minots, parce que tout part de là. Et c'est là, d'ailleurs, où ça pêche pour beaucoup de clubs qui manquent de licenciés. Donc, c'est un sujet important. Et puis, il y avait pas beaucoup de matchs ce week-end, mais il y en avait un très gros et il fallait y être du côté de Bourgoin. C'était Saint-Savin qui recevait la Tour du Pin et on a deux Saint-Savinois, Alex et Grégoire. Ça va les gars ? Très bien. Ça va très bien, merci. Voilà. C'était un petit ça va. On aurait dit que c'était vous qui avez perdu. Non, ça va bien. Ouais, voilà. Bien. Alors du coup, j'ai vendu la mèche. Ils ont perdu, mais ils ont fait un bon match et ils sont quand même souriants, les Turipinois. Evan et Xavier, ça va ? Bonsoir Hugo, merci pour l'invitation. Ah, il y avait un peu plus de pêche là du côté de la tour. J'ai trouvé sur le bonjour. On verra tout à l'heure sur les connaissances rugby si on est au même niveau. On a plein de choses à voir ensemble. On va commencer, les amis, par la Pro D2, puisque nos amis grenoblois et Valentino Romanais ont joué. On va déjà regarder les résultats de la journée de Pro D2 qui arrive. Mon cher Kylian, est-ce que tu es là, Kylian? Est-ce que tu m'entends? Ah, voilà. Eh bien, il fallait, Kylian, qu'il arrive. Kylian, merci, qui est en régie, avec deux résultats. Le premier, c'est 2 victoires à domicile, mais qui ne concernent pas forcément nos clubs. Les Valentino Romanais, eux, s'imposent à la maison et les Grenoblois explosent à l'extérieur. On va commencer à parler un petit peu de Valence Roman. Tu étais au match, je crois que tu étais même 4e. Oui, j'étais 4e au VRDR. Bon, c'était un match plutôt engagé. Ouais. Je pense que ça a tapé fort. Un match de reprise, donc toujours des matchs un peu compliqués, mais ça a été un match intéressant. Avec peu de points, match peu particulier de points, quand même. Hein. Ouais, du mal à aller jusqu'au bout. C'était un match agréable en tout cas à regarder. Ouais, ça reste agréable. Et alors pourquoi c'est pour ce match comme ça, toi qui étais témoin, peu de points parce que c'est les défenses qui ont pris le dessus, c'est les températures qu'on... Sur l'analyse, moi je ne serais pas le mieux placé parce qu'on a un peu de job quand même en tant que numéro de 4 ou 5. Donc voilà. Mais en tout cas, ça a tapé fort, un match de reprise, de l'envie des deux côtés. Après, du mal à aller jusqu'au bout. Et une équipe de Valence Roman, en tout cas, qui continue son parcours incroyable cette saison. Ils sont invincibles du coup, depuis invaincus, un an. Invaincus à la maison. Pas encore. Pas encore, mais en tout cas, ils font une saison... incroyable. Et ils sont dans une dynamique surtout qui est vraiment intéressante à l'inverse des Grenoblois. Les Grenoblois qui, eux, prennent l'eau du côté de Aix-en-Provence. Grenoble qui vit une saison compliquée entre changement de coach en cours d'année, annonce de fin de parcours de coach. Ça change des 3 dernières saisons où Grenoble avait joué, on le rappelle, 3 finales quand même de montée. Alors les 3 manquées certes, mais quand même 3 finales. Eh bien voilà, c'est pas la bonne période grenobloise. On va regarder le classement ensemble de la Pro D2 pour se rendre compte un petit peu de l'évolution des choses avec du côté de Van. Tiens, et les gars en régie, est-ce qu'il y a moyen de me mettre le retour devant dans l'écran si c'est possible? Van qui est donc leader devant Colomiers, Aix-en-Provence 3e, Valence Roman 4e, on le voit avec 51 points, donc on va dire égalité avec Colomiers, le Dauphin. Oyonnax à Brive derrière et Grenoble qui est détaché un petit peu, décroché de ce classement avec 32 points, même si le maintien
ne devrait pas poser problème pour le FCG. La qualif commence à s'éloigner un petit peu. Attention quand même. Danger. Allez, voilà pour la Pro D2. Le national maintenant. Malheureusement, nos amis de Bourg n'ont pas joué du côté de Rouen, match reporté. Par contre, Chambéry était à la maison et Chambéry s'est imposé avec grande difficulté. On a peut-être le résumé du match, voilà, avec les essais de Chambéry, un match que j'ai eu la chance de commenter pour nos confrères de Rugbyrama. Et Chambéry qui a été mise en difficulté par une équipe de Marc Ambareuil, pourtant avant-dernière du classement, et qui jusqu'au bout quasiment a été dans les clous de ce match. Chambéry néanmoins s'impose avec dans les dernières secondes. Mais ça a été un match compliqué. Malgré tout, Chambéry gagne, c'est l'essentiel. On va écouter après cet essai les réactions. Voilà, cet essai qui était marqué en bout de ligne. On va écouter les réactions, notamment de quelqu'un très bien connu du côté du plateau matessin. On fait une première mi-temps assez propre où on domine un peu dans tous les domaines et on n'arrive pas à concrétiser. Donc voilà, et après deuxième mi-temps, ils reviennent. Et on pensait qu'ils allaient baisser en régime, mais pas du tout, au contraire. Il y a eu des bonnes rentrées aussi et nous on est tombé dans un espèce de piège avec une atmosphère un peu dans le down et voilà, donc après il nous passe un peu, on a eu chaud quoi. C'était le maître mot qu'on voulait regagner avec la victoire, donc voilà, on l'a réussi et on passe à l'étape d'après. On n'a pas le choix, là il faudra aller gagner chez un gros, c'est l'objectif là de ces deux mois qui arrivent, gagner chez un gros et faire pourquoi pas plusieurs victoires à l'extérieur chez des gros. Il n'y a pas la manière, donc forcément on peut tout améliorer, mais on va retenir la victoire ce soir. Ouais, on sait que c'est une équipe joueuse qui se nourrit des erreurs, et là à la fin c'était un peu du joueur à rugby, donc nous on est bon là-dessus, eux ils sont bons là-dessus, donc ça s'est joué un peu sur le fil, mais on n'a rien lâché. Là sur 80 minutes, même si on a fait des petites erreurs, on a vraiment montré du caractère. Donc c'est vraiment ce qu'on va retenir là ce soir, c'était ce qu'il nous fallait. Avec le temps, etc., sur le début de match, on savait qu'on n'allait pas pouvoir forcément faire du large-large, même si ça s'est éclairci en deuxième mi-temps. On s'est retrouvé un peu sur les fondamentaux et ça nous fait du bien parce que ça nous avait manqué un peu. Maintenant, ouais, on analysera les erreurs à la vidéo lundi. Et vous avez reconnu Jules Chafiotte, dont le papa était entraîneur de la Mure et joueur de Grenoble. Voilà pour le national, le classement, s'il vous plaît. Et en régie, si on peut... hop, ça arrive. Le classement qui arrive du national. Et si en régie, on peut m'enlever l'oreillette, c'est cool. Avec Narbonne, premier devant le Stade niçois. Albi, Massy, Chambéry, Périgueux, vous le voyez sur ce classement au niveau des qualifiés. Et Marc Ambareuil, derrière, pas récompensé de son match. Enfin, voilà, une équipe qui va vraiment faire des choses intéressantes cette année. Attention, du côté de Bourgoin, on peut revenir au résultat, parce que j'ai manqué bien sûr l'occasion de parler des Bergaliens, et c'est important, puisqu'on a un plateau nord-isérois. Est-ce qu'on peut remettre les résultats? Voilà, ils sont là, avec des joueurs du CSBJ qui s'imposent 15-9, avec quand même difficulté. Alors, qui est-ce qui veut me parler un peu de Bourgoin là? Qui c'est qui est passé à Bourgoin? Il y en a un qui est passé à Bourgoin là. J'ai vu tout à l'heure dans mes fiches, non? C'est toi, ouais. Je me disais. Alex, t'es passé à Bourgoin quand? C'est pas Alex, du coup, c'est Greg. Greg, pardon. Excuse-moi. Il y a quand même quelques années, il y a une dizaine d'années, je pense. Ouais. Parce que j'ai commencé à la Tour, 2 ans, et après en moins de 13. Et j'ai rejoint Bourgoin en moins de 15 jusqu'aux équipes seniors. Jusqu'aux équipes seniors, là, donc, tu les suis toujours un peu de près ou de loin? De loin. De loin, quand même. Ouais. Alors, en tout cas, saison pas forcément évidente pour le CSBJ. Ouais, c'est ce qu'on voit. Ouais. On a 2-3 retours, on connaît quand même un peu du monde. Mais ouais, ça a l'air d'être assez compliqué. C'est Bourgoin qui gagne malgré tout, et c'était l'essentiel contre les promus champions de France de National 2 de Rennes, et on le voit au classement. Heureusement que Bourgoin a gagné pour prendre un petit peu ses distances avec Marc Ambareuil. Tu sais quoi, on était avec toi, Greg, on va y rester. Kylian, si tu peux me mettre la présentation de Greg, puisqu'on a eu la chance de te parler, on va rester avec toi. Garde le micro. Greg, t'as quel âge? 29 ans. 29 ans, ta première licence de rugby, la toute première que tu as signée? À la Tour du Pin. À la Tour du Pin. Donc, alors ça, c'est quand même magnifique. Tu avais quel âge? J'étais en moins de 13, première année, ou deuxième année, je ne sais plus trop. Ouais, donc tu as commencé
plutôt tard, pas forcément très jeune. Ouais, j'ai eu une première expérience de rugby vraiment jeune. Ça ne m'avait pas très plu, donc j'avais arrêté. Et je suis revenu en rentrant au collège. D'accord. Donc c'est 12 ans, 11-12 ans, un truc comme ça. Et après la Tour du Pin, du coup? Après la Tour du Pin, Bourgoin, ouais. Où j'ai fait toutes les équipes jeunes jusqu'à Espoir et même senior, où j'ai fait 1 ou 2 feuilles. Et puis après, j'ai fait une petite année à Vienne. Et puis après, Saint-Savin. Vienne qui était en fédéral 2. C'est ça à l'époque? L'année où ça monte en fédéral 2. L'année du titre, du coup? Non, il n'y avait pas eu de titre. Non, c'est peut-être c'est plus vieux le titre. Non. Et après, du coup, Saint-Savin, jusqu'à l'année dernière où j'ai fait une petite année à Saint-Priest. Ouais. Et puis je suis revenu jouer avec les copains à Saint-Savin cette année. Et ben voilà, en tout cas, merci pour ton parcours. Et donc, pour faire le lien avec le CSBJ qui va devoir faire mieux. La chance peut-être pour Bourgoin, ça va être ce national qui va peut-être augmenter. On parle de passer peut-être avec 4 clubs de plus. Ça va ouvrir un peu plus les choses. Alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je ne sais pas, votre retour. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose parce qu'il y a certains clubs en National 2 qui peinent à faire des déplacements. Ouais. J'ai des doutes. Ouais, je ne sais pas, il y en a d'autres qui ont un avis sur la question. François après, il y aura le côté financier aussi. Voilà. Il y a pas mal de clubs qui peuvent se casser la gueule parce que lié au déplacement, lié au recrutement des joueurs, c'est jamais simple. Donc, En tout cas, ça ne va pas aider forcément financièrement les clubs. Il n'y aura pas plus de droits télé de toute façon avec 4 équipes de plus. Moi non plus, je ne suis pas forcément fan parce que ça va encore amoindrir le niveau de la N2. Du coup, il va y avoir une sorte de décalage avec la Fédune. Je sais pas pourquoi. Tu as un avis, toi, Aurélien? Ils en parlent depuis quelques temps. Après, il faut voir les contours du projet, que ce soit un peu plus précis. Voilà. C'est qu'un peu d'effet d'annonce, il n'y a rien d'officiel, on attend de voir. On attend de voir. En tout cas, la Nationale est jouée, mais la Nationale 2 également, même s'il y avait quelques matchs reportés, vous allez le voir, notamment le Servette de Genève, qui n'a pas joué face à Tricastin, Rumilly, qui n'a pas joué face à Vienne. C'était le gros match attendu, match de haut de tableau entre Rumilly et Vienne. On notera quand même les victoires à domicile de Aubenas, de Lannemezan et de Florence contre Mâcon. Et le match nul entre la Seine et Auch. Le classement du championnat national 2 avec Aubenas et Mâcon, premier et deuxième. On se rappellera qu'Aubenas et Mâcon, l'an dernier, terminent en bas du classement. C'était 2 équipes de fin de classement qui, là, pour l'instant, sont en tête, avec Vienne, Rumilly, Auch et Nîmes, pour l'instant, dans un tir plutôt groupé. C'est très serré, cette nationale 2, parce qu'il y a entre Mâcon, 41 points, second, et Nîmes, on peut même aller jusqu'à Florence, 35, 7e, il n'y a que 6 points. Et derrière, le Stade Métro et Tricastin, pour l'instant, ferme la marche de la Nationale 2. Voilà, les amis, je vous ai dit, on va tester un petit peu, vous le savez maintenant, à chaque fois, les connaissances de nos invités. Là, on a la chance d'avoir des éducateurs, des joueurs, des coachs et des arbitres. On va voir qui se débrouille le mieux un petit peu. Vous allez prendre vos téléphones et c'est le moment du jeu déblayage. Il n'y a pas un petit jingle, des fois, mon cher Kylian? Bah oui, j'y ai pensé pour une fois. Peut-être tu l'as oublié. Et ben c'est pas grave, pas de virgule. On va prendre le jeu. Alors c'est parti. Est-ce que j'ai tout le monde qui est en ligne? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas en ligne? Je sais pas ce que j'ai fait de mon flashcode. Je l'ai pas amené avec moi. Alors qui n'est pas en ligne? Là j'ai Greg, Aurélien, Xavier et Evan. Et ceux qui ne sont pas, voilà, François qui s'est rajouté. Qui c'est qui est pas là du coup? Greg, c'est bon. Ouais, et c'est parfait. Eh bien, écoute, on peut commencer. Il y aura 2 séries de 3 questions et on va commencer assez simple. Là, petite question de culture générale rugby pour commencer. C'est parti avec ce petit caout ensemble pour jouer sur les connaissances rugby de déblayage. Allez, l'épisode 5 avec une première question plutôt simple pour ceux qui connaissent un peu le rugby nord-isérois. Et normalement, on va y arriver. En quelle année le CSBJ jouait sa finale de Coupe d'Europe? Le CSBJ a joué une finale de Coupe d'Europe. En quelle année? En 95, en 97, en 2001 ou en 2004? Je crois que ça s'appelait la Conférence européenne, si je ne dis pas de bêtises. Et normalement... Attendez, et voilà, tout le monde a bien... Ah, il y en a... Si, tout le monde a bien répondu. Tout le monde a bien répondu. 97, forcément, c'était l'année des 3 finales. 3 finales. Finale du championnat de France.
Ça, c'est une question simple. Ils l'ont gagné celle-là. Ah, c'est la question simple, celle-là. Vivement la suite. Hein. Ils avaient fait 3 finales. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand même. Finale du championnat, finale de la Coupe de France à l'époque et finale. D'ailleurs, ils avaient gagné ils avaient gagné la finale de la Coupe. Oui, ils l'avaient gagné. Finale de la Coupe de France. Les derniers. Non, celle-là, ils l'ont gagné. Celle-là, ils l'ont perdu contre Castres. Non, ils l'ont gagné contre Castres. Je crois que c'est gagné. Hein. J'ai un doute. Peut-être qu'ils l'ont gagné, t'as raison. Allez, J'ai vu une vidéo tout à l'heure, je crois bien. C'est vrai on va dire qu'ils l'ont gagné, tu as raison. En tout cas, c'était l'année des 3 finales, 1997. Allez, là, c'était la question pour se mettre un petit peu en jambes. Maintenant, on va passer un peu aux choses sérieuses, des questions qui vont après faire débat sur des choses intéressantes. Deuxième question, les amis. Ah oui, les scores d'ailleurs, qui a répondu le plus vite? C'est Evan devant Alexis et Xavier. Parfait. La question suivante. Petite question quiz. Ah, vous avez le droit à une ou plusieurs réponses. Hein. C'est pas forcément plusieurs, c'est une ou plusieurs. Le jour du match, le terrain est gelé. Qui peut décider du report? Un des 2 présidents, un des 2 capitaines, un des 2 coachs, l'arbitre, le responsable fédéral ou le médecin du club. Je répète la question. Le terrain est gelé, on est 1 heure avant le match. Qui peut décider du report? Vous avez le droit à une ou plusieurs réponses. Un des 2 présidents, un des 2 capitaines, un des 2 coachs, l'arbitre, le responsable fédéral et le médecin du club. Alors, j'espère qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, il y en a un qui n'a pas répondu. Il faut envoyer sur celle-là, il faut cliquer sur envoyer. Ah, il fallait cliquer sur envoyer. C'est pas le cas des autres. Bon, bah, j'ai raté. Alors, eh bien, le responsable fédéral n'a pas le droit d'annoncer le report. Aurélien, tu me confirmes, c'est que l'arbitre qui a le choix final. C'est l'arbitre qui a cette responsabilité. Après, ça se fait en étroite collaboration avec... mais la décision finale, oui. C'est l'arbitre. Le responsable fédéral ne peut pas dire à l'arbitre, non, mais on ne joue pas, et si l'arbitre veut jouer, ça joue. Oui. On est d'accord. Donc, c'était le petit piège, parce qu'effectivement, lui, il est là, le responsable fédéral, pour faire appliquer et notifier de ça de façon officielle, mais il ne peut pas prendre la décision. Voilà, c'était le piège. Il y en a qu'un qui n'est pas tombé dedans. C'est toi ou pas? Je pense. Hein. Ah, on va voir les résultats. Moi, j'ai mis un des 2 capitaines, mais non, j'ai mis l'arbitre. Ouais. On va voir les résultats qui vont s'afficher. Et effectivement, Aurélien, tu grimpes premier devant Evan, Alexis, Xavier et Greg. Allez, 3e question. Ça nous permettra après de parler un peu des terrains gelés. Hein. Évidemment, ça va être le sujet, vous l'avez compris. Si le match est reporté, les licences ou qualifs prises en compte sont celles du jour initial du match. C'est-à-dire que si le match est reporté, lors du report, est-ce qu'on prend en compte les licences et qualifications au moment du premier match qui a été annulé? Vrai ou faux? Alors, vrai ou faux, si le match est reporté? C'est faux. Eh bien, c'est faux, effectivement. Tu me confirmes, comprends bien, Aurélien, du coup, ça, c'est la partie compétition. Nous, on ne gère pas du tout. Ah, tu sais pas. Alors, ça, franchement. Est-ce qu'il y en a un qui veut en parler? En tout cas, normalement, c'est bon. On a vérifié. T'as eu faux. Bon. On a eu la bonne surprise parce qu'un joueur était suspendu pour le match de reprise pour Saint-Claude. Ouais. Et finalement, il a appris au dernier moment qu'il pouvait jouer. Donc voilà. Ouais, parce qu'en fait, on va toujours prendre en compte en fait le moment où on va jouer, on va rejouer le match, mais pas le moment où il devait être joué pour notamment les suspendus et autres. Ce qui peut paraître logique parce par exemple, s'il y a des choses qui se passent en septembre, pour X raison, le match est en avril, c'est compliqué d'aller, alors qu'il peut y avoir des joueurs plus là, des joueurs blessés. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est faux. Eh bien, petit classement intermédiaire. Allez, sur les règles, et puis on reviendra tout à l'heure jouer avec des questions encore plus simple ou pas. Et c'est Alexis qui prend la tête devant Evan et François. Voilà, et ben écoutez, on reviendra tout à l'heure pour la suite du questionnaire. Et on a commencé par ta présentation, Greg. On va enchaîner par celle d'Alex. Si en régie, tu peux m'envoyer la présentation d'Alex, puisqu'on était sur nos amis Saint-Savinois. On va enchaîner. Toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 29 ans aussi. 29 ans aussi. Ouais. Et ta première licence, la toute première? Ma première licence, c'est au rugby club de Corbelin. À Corbelin. Donc en Nord-Isère, c'était le club le plus proche de chez mes parents, là où j'ai pu m'essayer un peu au rugby. Et puis après 4 saisons, je suis parti sur Saint-Savin. Ouais. Voilà, Corbelin, on n'était jamais vraiment assez, on faisait toujours des ententes. Et un coup avec Saint-Savin, ça s'est bien passé. J'ai trouvé une bonne bande de copains, donc j'ai voulu signer là-bas et j'ai pas bougé. Et depuis je suis toujours là-bas. T'es resté là-bas. Ouais. Donc ça fait peut-être 15 ou 16 licences là-bas. Ouais. Avec 15 ou 16 licences, ça commence à faire pas mal. C'est un club que tu connais par cœur. Tu restes quand même attaché à ton premier club, c'est quelque chose ou pas plus forcément, ça fait trop longtemps? Non, particulièrement, j'ai pas joué assez longtemps. Ouais. Et, voilà, Mais parce que tu étais du village de Corbelin même? À côté, ouais, juste à côté. Sur les Anières, ouais.
Et ben voilà, petite présentation. Et là, vous êtes donc tous les deux maintenant du côté de Saint-Savin, du côté du stade de l'église. On y viendra tout à l'heure de ce fameux stade où on n'a pas pu jouer. Vous aviez choisi et vous avez bien anticipé d'ailleurs avec ce report, parce que le match a été joué à Bourgoin. D'ailleurs, c'est un report que vous aviez voulu, enfin une délocalisation que vous avez fait en fonction de la météo, ou c'était déjà prévu? Ouais, ça a été anticipé déjà en début de semaine, parce qu'entre ce qui était annoncé et on avait déjà 2 matchs de retard. Donc on ne pouvait pas se permettre un 3e. Ouais, donc sinon ça aurait été péréquation. Ils avaient anticipé déjà, je crois, lundi ou mardi, parce que moi j'ai eu l'info tout de suite lundi. Il y a eu le doute jusqu'à, je crois, jeudi ou vendredi, parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir faire jouer les 2 équipes ou pas sur le terrain. Ouais. Mais au final, je pense que c'était un bon vous auriez fait comment s'il n'y avait pas eu les 2? On serait, je sais pas, on serait débrouillé. Peut-être que la B aurait joué à Saint-Savin et l'équipe première à Rajon, je sais pas comment ils auraient pu faire. L'idée qu'ils avaient proposé le mardi, mais finalement après quand ils ont battu Bourgoin, c'était... Et là sur toute la période hivernale, en fait, ils prévoient à chaque fois de demander à Bourgoin si on peut utiliser le synthétique, parce que notre terrain il est assez réputé pour ça. Et du coup, on n'a pas le choix que de trouver des solutions avec les 2 reports déjà utilisés. On a plus de dates et... Ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est compliqué. On pourrait parler de ce calendrier quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez tous, mais on est quand même dans une période, dans une région de froid. Et c'est vrai qu'on joue quand même jusqu'à relativement tard en décembre. On rattaque relativement tôt en janvier. Et nombreux sont ceux qui se demandent effectivement pourquoi on décale pas des finales, peut-être même jusqu'à début juillet, parce que bon, au pire, ça va pénaliser les quelques équipes qui sont en finale, ou peut-être moins de matchs de phase finale, mais que les équipes jouent peut-être plus au mois d'avril-mai. Alors je sais qu'il y a toujours... c'est toujours plus compliqué, il y a sûrement plein de raisons qui font que ça ne se joue pas, mais il y a beaucoup de joueurs qui restent frustrés quand fin mars, début avril, et qu'il fait beau, on ne peut plus jouer, alors que les bons moments pour jouer au rugby, c'est ce moment-là. Je sais que c'est en tout cas, je ne sais pas si ça remonte en tout cas à la Fédé, beaucoup de joueurs m'en parlent tout le temps de ça, de cette frustration. Vous en pensez quoi, vous? Alors, attaquer le 11 janvier, niveau organisation pour les entraîneurs, c'est compliqué. Ah, puis là, une semaine à moins 10, en plus, pas d'entraînement. Une semaine à moins 10, on fait quoi? On s'entraîne entre Noël et les jours de l'an. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attaque juste la semaine, mais ils n'ont que 2 entraînements dans les pattes? Et avec ce qui se met entre Noël et les jours de l'an, c'est compliqué. C'est le rugby amateur, quoi. C'est vrai, c'est compliqué. J'imagine même pour vous, quoi que les gamins n'ont peut-être pas recommencé les entraînements sitôt aussi. Nous, on a coupé pendant les vacances scolaires. Ouais. On devait reprendre mardi avec les intempéries, on a annulé, mais nous, on s'est pratiquement tout le temps entraîné. En fait, les gamins veulent courir. Ouais, ils veulent courir. Voilà. Ils ont moins bu aussi pendant les nouvelles. Ils ont moins bu. Normalement. Mais voilà, c'est surtout lié au terrain, généralement qu'on annule, mais les petits sont toujours là, quoi. C'est dur pour les parents, quoi. C'est plus compliqué pour les parents. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on a comme cette problématique sur ces mois d'avril-mai de frustration où il n'y a que les équipes qui jouent les phases finales globalement qui jouent. Et c'est un problème, j'ai l'impression que ça fait... je pense que depuis que je suis le rugby qu'il y a cette problématique-là. Peut-être qu'il n'y a pas de solution, hein, mais le foot, par exemple, coupe décembre-janvier. Donc ils y arrivent, il n'y a pas de phase finale dans le foot, mais peut-être qu'il faut réduire les phases finales, peut-être qu'il faut les aller peut-être encore plus loin, je ne sais pas. Parce que on avait la poule de 10 en Fédéral 3 l'an dernier, je trouve que c'était un peu plus adapté à ces conditions-là, où du coup il y avait un peu plus de dates de repli et ça permettait de décaler un petit peu plus. Décaler un peu les matchs. Nous avec le report, on a fini le 21 décembre et on a rattaqué le 11 janvier. Ah oui. En fait on a eu très peu de coupures et c'est pas idéal, pas d'entraînement pendant les fêtes aussi. Vraiment, pour qu'il fasse froid comme on a eu là, c'était compliqué. Compliqué. Ouais, c'est un sujet vaste sur lequel on pourra revenir. Alors justement, vous allez voir, cette semaine de froid, elle a fait mal aux résultats, nos tableaux de résultats qui vont être tronqués. On va commencer par la Régionale 3, ça va aller très vite. Poule 4, il y avait un seul match, CRIE, qui s'est imposé à Valoir 34-12. Tous les autres matchs reportés. Le classement de cette poule, avec CRIE, du coup, premier devant Mions et Corbelin, on en parlait, troisième, Vénissieux. 4e, Régionale 3 maintenant, poule 4. La poule non, c'était la poule 4, pardon, Régionale 3, poule 5. Là aussi, il n'y a eu qu'un seul match, puisque la victoire de l'Albin, c'est une victoire par forfait du CA Mauriennais. 25-0, c'est le forfait, puisque le CAM est forfait pour la saison. Saint-Paul-les-Romans s'impose 42-0 contre Briançon. Seul match joué dans cette poule. On va regarder le classement avec la photo de la victoire. Le Touvet-Pontcharrat, premier devant Royan Sport. L'Albin, 3e. Brézin, 4e. Briançon, 5e. Et puis Saint-Paul
Châtellerault et la Frate de Moiran, juste derrière. Voilà pour la régionale 3, poule 5. On était aux présentations, on a beaucoup parlé avec toi Aurélien, on va quand même te présenter un petit peu, vu qu'on parle arbitrage. Toi, tu as ta première licence alors de joueur ou d'arbitre, ça a été où? Chartreuse-Néron, Saint-Égrève. Chartreuse-Néron à Saint-Égrève. C'était déjà Chartreuse-Néron? Oui. Ouais. Chartreuse-Néron avec François. On a commencé. Vous avez tous les deux commencé à Saint-Égrève. Et puis après, moi, rapidement, je suis passé à l'arbitrage. Donc là, je suis sur ma 22e saison d'arbitrage. Très rapidement, tu as décidé, toi, de... Oui, je fais quoi, 2 ans? 2 ans, ouais. 2 ans de junior. Et puis après, j'étais pas assez bon, forcément, sur le terrain. Mais t'arbitrais déjà un petit peu en parallèle? Non, jeune, du tout. Ouais, tu t'es dit, tiens, je vais tester, t'es passé de une l'un belle à l'autre. rencontre d'un dirigeant, Jean-Pierre Duc en l'occurrence, et puis du coup, voilà, on s'est dit pourquoi pas, on essaye, et puis finalement, on y va, puis on retourne jamais jouer, quoi. Voilà. Ouais, une fois qu'après t'es pris dans l'emballement. Et alors, quand tu commences arbitre, alors il y a plein de choses à dire, mais c'est pas facile forcément tous les dimanches un arbitre au-delà même des performances, voilà, quand tu te fais un petit peu rabrouer sur le côté, il faut quand même avoir je sais pas comment, une sorte de carapace, surtout quand tu es jeune, non? Ça a bien changé, oui, on était mineurs à l'époque, etc. Bon, voilà, c'était que les matchs le samedi au départ, parce qu'on n'arbitre pas les majeurs, puis après on bascule au dimanche. Voilà, mais c'est une vraie école de la vie. Moi, un regret, c'est peut-être qu'on soit à l'époque trop à l'écart des clubs, des entraîneurs, des joueurs, ce qui change complètement. On en parlait précédemment. L'objectif, c'est vraiment, il y a un projet, arbitre au cœur de son club, c'est que les arbitres soient vraiment investis plus au sein de leur incorporés club. au sein des clubs. Ouais, on fait Comment, le même sport. Déjà de par les interventions directement dans les clubs en début de saison. En fédéral, c'est de plus en plus fréquent effectivement que les coachs font intervenir les arbitres. Plus on monte d'ailleurs en niveau, plus c'est le cas, non? Oui, tout à fait. Puis on le voit à très haut niveau, l'équipe de France, ils se sont munis d'un ancien arbitre professionnel, parce que pour être bon sur le terrain, il faut connaître la règle. C'est tellement compliqué que et justement, alors toi, tu as la licence à la Voiron. Oui. Alors pourquoi la Voiron d'ailleurs? Tiens, est-ce que c'est parce que alors je suis resté quasi plus d'une dizaine d'années à Chartreuse-Néron, et puis après donc je suis monté un peu au niveau des niveaux de l'arbitrage, et j'ai eu besoin d'un support, d'un collectif, d'un niveau supérieur, d'un niveau fédéral, pour pouvoir intervenir sur le terrain, et j'ai eu cette proposition là de rejoindre Voiron. C'était mon 2e club. Et c'est important du coup quand tu grimpes des niveaux aussi de monter de structure de club, c'est pour soutenir un petit peu on va, pour moi j'en suis convaincu, il faut qu'on aille à la rencontre des joueurs, à la rencontre des entraîneurs. Moi, mes plus belles rencontres, elles sont là le dimanche, quand on parle avec des joueurs, des entraîneurs. Moi je connais pas tout, loin de là. La phase de la mêlée, c'était une phase que même si j'ai joué un peu 2e ligne et 3e ligne, mais que je maîtrisais pas forcément, et on a besoin d'avoir ces retours-là, c'est hyper enrichissant, et si on va pas vers les clubs, vers les entraîneurs, on n'apprend pas. D'ailleurs en stage, on a eu l'entraîneur de l'équipe de France, du PAC, etc. On bosse vraiment là-dessus pour essayer d'être meilleur, pour tenter en tout cas d'être... Et toi, par exemple, tu es à Voiron, donc c'est les coachs de Voiron qui font appel à toi. Est-ce que toi, des fois, toi-même, tu passes à l'entraînement comme ça? Alors oui, ça peut arriver. Là, je suis plus sur la fin que sur le début, donc ça fait quelques temps que je vais beaucoup moins aux entraînements, mais oui, Momo que je salue, on a des échanges assez réguliers où des analyses, on envoie un clip vidéo. Après match, par exemple, vous pouvez des fois revoir des actions, ils viennent te demander un peu ton avis. Tout à fait. Quand il y a des points un peu sensibles, il y avait un point un peu sensible en début de saison qu'on aurait dû travailler ou pu, mais qui s'est réglé assez rapidement. Mais on est plus sur des échanges mutuels. On essaie d'être soutien le plus possible des clubs, et je pense que c'est extrêmement important. Alors des fois, souvent les matchs peuvent très bien se passer, mais parfois ça se passe pas bien. Et l'accueil, on parlera des incivilités aussi, pas que aux arbitres d'ailleurs, mais ça peut parfois être compliqué. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu es rentré chez toi, tu t'es dit mais en fait pourquoi je suis pas venu pour souffrir, quoi. Pourquoi je fais ça? Non, c'est malheureusement bien trop régulier. Après, il y a des choses qui sont mises en place parce que pendant très longtemps, on a dit nous, on est content, on est au rugby, on n'est pas au foot. J'ai vu une publication d'Antoine Dupont qui évoquait ce sujet-là ces derniers jours. Je pense qu'il a raison, il faut qu'on soit un peu plus humble là-dessus. C'est-à-dire que des incidents, il y en a.
de plus en plus. Ils sont quand même isolés d'une manière globale, mais on ne peut plus se vanter en disant non, nous on n'est pas comme au foot, etc. Je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps, c'est une certitude. Parce que toi, là, tu as fait 20 ans d'arbitrage. 22, ouais. Tu trouves que ça a changé, mais pas forcément du bon côté? Ou ça dépend Alors, il faudrait analyser les chiffres plus précisément. Mais toi, ton ressenti terrain? Mon ressenti terrain, on évoquait mon match de dimanche à venir. Ouais. On se dit, oula, on va mettre des cartons aujourd'hui. Bon, j'en suis pas certain, malgré que ce soit un gros derby. Tu fais Château-Renard? Ouais, Bédaride de Château-Renard. Ouais. C'est des matchs qui se passent bien. Alors, c'est engagé sur le terrain, c'est une certitude, mais c'est plus des matchs comme avant où on pouvait avoir des bagarres, des grosses bagarres. Hein. Je dirais que sur le terrain, c'est des actes plutôt isolés. Par contre, sur les bancs de touche et derrière la main courante, je pense qu'il faut qu'on puisse prendre le problème à bras-le-corps parce qu'il y a, moi je regrette, je le constate encore, parfois des propos racistes, des propos homophobes, des comportements antisportifs. Et ça, il faut qu'on puisse vraiment le combattre tous ensemble. Est-ce que toi, quand je pose des questions, mais n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez en poser également, mais quand tu entends quelque chose, par exemple un supporter qui va faire une insulte, qu'elle soit homophobe ou raciste, est-ce que ton rôle, ton devoir, normalement, il est de le reporter, ça ou pas? Oui, tout à fait, surtout sur ce type de propos-là, raciste ou homophobe. Ça fait partie des consignes que tu as. C'est un cas d'arrêt de match. Ah oui, tu peux arrêter un match. Oui, tout à fait. Pour un supporter. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on arrête, on va voir le président, on est dans la prévention, mais puisque les présidents sont quand même responsables de la sécurité. Sauf que tu sais jamais si c'est un supporter d'une équipe ou de l'autre, c'est bien le problème. Je crois que ça, c'est le discours qu'on a tenu pendant très longtemps. Moi, je suis persuadé qu'on sait qui vient à son stade. En tout cas, tu sais les reconnaître. C'est quasiment les mêmes. On sait ceux qui insultent, etc. C'est les mêmes depuis au moins 20 ans. 30, je ne sais pas, j'étais pas là. Mais voilà, il faut qu'on ait une responsabilité parce qu'on sait... Tu penses que c'est une minorité, en fait, qui est vraiment qui dépasse les bornes? C'est vraiment une extrême minorité. Et du coup, maintenant, c'est tellement une minorité qu'on les identifie extrêmement rapidement. J'ai en tête, là, en début de saison, un match... Faucigny délocalisé à Annemasse et du coup il y a des propos un peu virulents en face que moi j'entends même pas mais qui se gèrent par le président qui traverse, qui met une brasse et j'ai un exemple un peu sympa aussi d'un président de club, c'est pas sur la zone est mais un spectateur qui s'en prend verbalement à l'arbitre et du coup ce président de club se présente vers le supporter, il lui a tiré une baigne, il lui a pété les lunettes. Et c'est une histoire vraie. Ah oui. Et du coup, il est reparti une main devant, une main derrière. Je ne dis pas que c'est une bonne solution, mais en tout cas, il y a des choses qui se font et je pense qu'il faut que tout le monde prenne ce problème. Alors, les incivilités, c'est un sujet, je crois qu'on a une photo parce qu'il y a tout un programme autour de ça. Tout à fait. Alors, c'est la Ligue Euro, même la Fédé peut-être Alors, il y a la fédération, effectivement, et au niveau de la Ligue, il y a un vrai travail là-dessus. Parce qu'il faut qu'on puisse faire preuve de responsabilité, mais tous, et il y a vraiment de la sensibilisation auprès de l'école de rugby. Il y a des bracelets qui ont été remis, notamment pour travailler sur ce côté-là. Alors justement, on a je crois, l'affiche avec les bracelets. François, tu peux en parler? T'as déjà attaqué ça? Je peux en parler parce qu'il me semble que nous, on va les présenter aux gamins ce week-end. Alors, c'est quoi le principe, messieurs, de ça? Alors, du coup, c'est des bracelets qui ont été remis précédemment sur les tournois départementaux. Donc, il y a plus de 36 000 bracelets qui ont été remis. L'idée, c'est de sensibiliser aux plus jeunes, auprès des plus jeunes, parce que les valeurs de partage, de solidarité, de respect, de tolérance, ça commence dès le plus jeune âge. On le dit, il y avait des affiches, école de rugby, école de la vie, et peut-être que ça s'est un peu perdu dans le temps. Et l'idée, c'est d'impulser toutes ces valeurs-là qui sont importantes à notre sport dès le plus jeune âge pour que ça puisse payer dans les années à venir. François, toi qui es éducateur de U8, on l'a dit tout à l'heure, quand tu as des parents, que ce soit pour tes minots ou les minots adverses que tu entends, est-ce que ça t'arrive, toi, d'aller leur dire attention, les gars, ça reste des U8, c'est un tournoi de 8. Comment, déjà, si jeune, il peut y avoir des problématiques sur les bords de terrain ou pas? Ouais, tu peux avoir des fois des parents qui interviennent de façon assez vulgaire en fait, au bord du terrain et on essaie de les calmer un petit peu dans le sens où c'est les gamins qui ont 8 ans, qui jouent et qui veulent prendre du plaisir. Et donc c'est un peu dommage d'en arriver là, mais parfois on n'a pas forcément le choix. Souvent quand on arbitre, en fait, parce que c'est c'est l'auto-arbitrage en plus, et puis c'est des jeunes, et puis l'enjeu, il n'est pas forcément... il n'y a pas grand-chose à gagner sur les tournois de début d'année, mais on trouve des parents qui sont un peu trop présents sur les terrains, même si, en fait, aujourd'hui, ils n'ont plus le droit d'être au bord du terrain, ils sont vraiment au bord du stade, ils ne peuvent plus rentrer sur le terrain. Au bord de main courante, tu veux dire? Il y a interdiction, c'est que main courante aujourd'hui.
Donc, il y en a. Mais c'est une minorité. Comme disait Aurélien, aujourd'hui, ils sont là et parfois, il faut intervenir. Ouais. Parce qu'on parlait des incidents. En termes de nombre de licenciés d'arbitres, on a combien d'arbitres, par exemple, toi, sur ton secteur, on est à peu près à 140 arbitres. C'est un chiffre qui monte, qui descend, qui est stable. C'est un chiffre qui est remonté, puisque du coup... 140, pardon, sur la secteur sur la Est. Zone Est, 38. C'est quoi? C'est les Alpes, on va dire, c'est anciennement secteur alpin. Oui, tout à fait. Les 3 départements, 38, 73, 74. On était descendu à un chiffre très bas au niveau du Covid, et là, on est remonté à un niveau satisfaisant pour pouvoir en fait couvrir toutes les rencontres du samedi et du dimanche. C'est le minimum, là, tu penses il y a quand même un... Non, là, on est bien. Il va manquer quelques arbitres, mais en tout cas, on n'est pas trop mal. Mais la question des incivilités, c'est sûr que c'est extrêmement important. Il y a des arbitres qui arrêtent fréquemment? Il y a des arbitres qui arrêtent parce que, suivant les catégories, ça peut être très récurrent. Alors, on a un outil qui est extrêmement important. C'est via notre plateforme Perfarbit, où on vient noter les bancs locaux, les bancs visiteurs et l'attitude des spectateurs. Et ça permet quoi, du coup, par exemple? Ça permet d'identifier clairement là où il y a des incidents, c'est d'avoir un peu des données. Et ça veut dire qu'en amont, après, par exemple, la Ligue peut appeler un président en disant attention, là, ça fait comme depuis le début de saison, ta notation, elle est moins bonne, il faut faire quelque chose. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas dans l'idée de noter, c'est l'idée de faire remonter là où il y a des incidents. Pour pouvoir mettre en œuvre des actions par la suite. Et alors du coup, on va pas parler, le but n'est pas de dénoncer, mais est-ce qu'il y a des bons élèves? J'imagine des clubs qui sont en haut ou en bas de ce classement, c'est-à-dire il y en a forcément en haut, il y en a forcément en bas. Est-ce que tu peux nous donner par exemple des exemples de clubs que tu as en tête où il y a très peu de problématiques? Alors, de ce côté-là, je n'aurais pas les noms, je vais plutôt de l'autre côté parce que c'est ce qui va être intéressant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va apporter du côté de ces clubs-là pour pouvoir les aider aussi. Mais est-ce qu'on ne peut pas récompenser les clubs où ça se passe bien aussi, peut-être Aussi, il y a déjà certains clubs qui sont récompensés, etc. Mais l'idée, c'est pas de les pointer du doigt, c'est de dire, bon, là, on a constaté, il y a eu 7, 8, 10, 12 rencontres, il y a des problèmes du côté des bancs de touche ou alors des spectateurs, etc. Et qu'est-ce qu'on en fait tout ça? L'idée, c'est vraiment de les accompagner. C'est pas du tout de les sanctionner et de les pointer du doigt. Et du côté des clubs, il se fait la même chose envers les arbitres. Mais alors là, on parle des incivilités. Alors, Xavier, par hasard, je crois que ce week-end, tu étais un petit peu agacé contre ton arbitre. Ouais, je me suis agacé sur une erreur qu'il a fait en fin de match. Et... Je te jette pas la pierre. Je pense que ça arrive à tout le monde de s'agacer, parce que du coup, on est dans le match, il peut y avoir de la frustration. Est-ce que quand ça t'arrive... c'est quoi? C'est après le match, tu te dis, oula, peut-être je me suis un peu emballé, ou sur le moment, comment tu ressens? Non, parce que sur le moment, je reste très tranquille, je parle à mon capitaine, l'arbitre entend, et en fait, il s'agace contre moi, mais non, ça fait 20 ans que j'entraîne, j'ai jamais eu de soucis avec les arbitres, mais voilà, je suis allé le voir à la fin, et en effet, il avait admis son erreur, mais après, c'est trop tard, quoi. Ouais. C'est trop tard. Parce que du coup, tu as pris un carton? Ah non, j'ai pas pris de carton, mais il y a eu un essai de Saint-Savin et en fait, il y a eu une insulte d'un joueur de Saint-Savin contre un de mes joueurs. Et l'arbitre, en fait, a mis un carton jaune aux joueurs de Saint-Savin et il aurait dû repartir sur une pénalité sur la ligne médiane pour nous. Et il ne l'a pas le fait. Okay. À l'endroit où le jeu aurait repris? C'est ça sur la ligne médiane, quoi. Ouais, c'est ça, c'est à l'endroit où le jeu aurait repris. Voilà, c'est ça. Le règlement, c'est ça, il aurait dû reprendre. Après, j'imagine, Aurélien, que les erreurs, ça arrive aussi. Oui. Et est-ce que tu peux comprendre, toi, parfois, que la frustration d'un banc, par exemple, soit parce que tu sais que tu as fait une connerie, parce que ça peut arriver, tu te dis, oh, putain, là, et tu sens qu'il y a une frustration, comment ça se gère, ça? Mais on l'a vu, tu as reçu précédemment un entraîneur arbitre, donc qui est un super exemple. Et du coup, parce que moi, j'ai arbitré Saint-Jean-Royan, et du coup, on a eu des échanges sur des phases de mêlée qui peut faire débat. Et du coup, son discours, et je trouve qu'il est représentatif, il dit... avant, j'aurais été en colère parce que tu n'as pas sifflé la pénalité sur cette mêlée. Maintenant, je le comprends. Ouais. Et du coup, c'est aussi ce qui fait le charme. Alors, pas sur ce point-là, mais c'est que les règles, elles sont tellement à l'appréciation, non pas des arbitres, mais de l'incident sur le jeu, etc., que on en joue et c'est ce qui est intéressant. Il y a la cellule professionnelle. Il y avait une interview la semaine dernière sur Birama qui disait les arbitres pros, il faut qu'ils soient entre 85 et 95 à peu près % de bonnes décisions. Nous, on est forcément en dessous.
on est moins bon qu'eux. Et donc, du coup, quand on regarde au prorata, est-ce que ça colle aux joueurs? Est-ce que ça colle pas? Mais en tout cas, c'est une réalité. Parce qu'on a eu ce débat dans la dernière émission avant Noël, en Fédéral 2, qui est quand même un niveau maintenant qui joue vraiment, avec des joueurs souvent qui viennent d'au-dessus. Est-ce qu'un arbitre seul en Fédéral 2, ça ne devient pas insuffisant par rapport à la vitesse de jeu? Et c'est sûr que s'il y a 2 arbitres assistants, surtout maintenant, on les appelle plus les juges de touche, c'est des arbitres assistants parce qu'on arbitre vraiment à 3. Hein. Sauf que le problème, c'est le nombre. C'est le nombre. Et du coup, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi les règlements. Alors ça, j'ai l'impression que ça fait 4 ans qu'on en parle, mais ces règles qui changent régulièrement, puis surtout celle, je crois, du plaquage à 2, plaquage haut, celle-là, elle a quand même toujours eu du mal, elle a toujours du mal à passer encore. Mais en fait, chaque arbitre va arbitrer différemment la phase. Il y a des périodes où, au niveau de leur comité d'arbitre, ils leur demandent de faire un peu plus de prévention là-dessus, donc on est plus sifflé. Certains sont très permissifs, d'autres non. Selon le gabarit du joueur aussi, vous n'êtes pas arbitré pareil. Un joueur qui va être plutôt un grand gabarit, il va se faire plaquer ou par un petit gabarit, il n'est pas forcément sifflé. Et à l'inverse, le grand gabarit sur le petit gabarit, tout de suite, ça paraît plus impressionnant, plus dangereux, donc il va être sifflé, voire prendre un carton. Et ces règles-là, c'est particulier quand même, c'est vrai que cette règle. Ouais, elles ont tendance déjà à faire beaucoup de. Même si là, à la base, c'est pour protéger les joueurs. Oui, bien sûr, ouais. Ça remonte toutes ces informations quand tu entends ça te parle. Mais ça remonte, on a fait une vidéo en plus avant tout à fait, sur ces plaquages, donc du coup la règle elle est claire par rapport à ça, mais l'interprétation elle est forcément un petit peu subjective parce qu'il faut juger vite de la hauteur. Moi je vois un point positif, c'est que ce qu'on voyait plus depuis très longtemps, c'est des vrais plaquages. Je trouve qu'on avait perdu cette attitude de plaquage où les mecs, on veut le mettre un vrai caramel, où tout le public va se lever, mais en fait, il vient le prendre par la taille, il lui lève les appuis, il le ramène dans son camp. Alors bien sûr, le mec tombe à plat et on en revoit plus qu'auparavant. Par contre, c'est évident que si on siffle tous les plaquages qui sont au-dessus de la taille, vous n'allez pas jouer beaucoup. Et comme tu dis ça, du coup, tu mets le doigt sur le problème, c'est que tu peux avoir une sensibilité d'un arbitre qui dit non, moi la règle, c'est la règle, je siffle tout, et un arbitre qui va dire non, sinon on ne joue pas. Et du coup, d'un match à l'autre, et là, on revient sur cette frustration. Est-ce que ça, par exemple, vous, entre arbitres et avec les instances, vous en parlez? Est-ce qu'il y a des pistes peut-être pour régler ces choses-là, pour simplifier ou pas du tout C'est des choses qui remontent, mais nous, quand on fait des retours de supervision en vidéo, pour vous dire, j'ai encore une situation en tête, il y a très peu de temps, où on fait un sondage, certains arbitres mettent un carton rouge sur cette situation de plaquage, parce qu'il est haut, parce que certains voient un contact tête, d'autres non, mais on est quand même là. Et d'autres mettent jaune. Et pour autant, la bonne réponse, c'est jaune ou rouge. Voilà. C'est dur à entendre ça, non? Mais comme en secteur pro, c'est-à-dire qu'à un moment, pourquoi on a mis le orange? Oui, parce qu'il y avait entre les deux. Donc ça veut dire que tu penses qu'il faudrait rajouter un carton intermédiaire en amateur? Non, je suis pas certain. Je crois juste qu'à un moment, s'il n'y a pas d'ambiguïté sur le plaquage, il n'y aura pas d'ambiguïté dans la décision. Moi, je dis, je donne qu'une seule consigne. Je dis, envoyez-moi des images positives, j'irai dans le sens du jeu. Et si on peut nous éviter les situations de 50-50, alors je pense en mêlée quand elles sont un peu poussées et d'autres phases, pour nous, c'est plus clair, donc c'est forcément plus facile à arbitrer. Parce que la mêlée, on est d'accord qu'il y a forcément un petit peu une partie subjective. Parfois, tu ne peux pas tout voir. Tu n'es que d'un côté, tu ne vois pas forcément... c'est le sentiment général aussi qui fait que ton feeling un peu. Aussi. Et puis les forces en présence, le lieu sur le terrain. C'était le contenu de nos échanges avec Romain, une dernière mêlée qui peut faire basculer le score sur un match à égalité. Mais du coup, vous n'avez pas fait grand-chose pendant tout le match. Qu'est-ce qui va faire que vous allez être récompensé sur une mêlée où il n'y a pas de faute, où vous faites un pas et demi? Du coup, est-ce qu'on va peut-être nous en vouloir de donner une pénalité là-dessus sur une mêlée où il n'y a pas de faute flagrante, mais on dit mais on aurait voulu être récompensé. Mais du coup, vous avez passé 79 minutes à rien faire sur les mêlées. Et c'est un peu ces questionnements-là qu'on a au quotidien. Et c'est pour ça que je dis il faut aller à la rencontre des arbitres, il faut en échanger. Alors jamais à chaud, mais moi je vous invite vraiment et on invite les arbitres. Il faut aller à votre rencontre parce que notre sport, il est beau, il est noble, je trouve. Par contre, les règles, elles sont compliquées et il faut qu'on puisse en parler. Est-ce que les règles, elles vont encore changer? Est-ce qu'il y a des... Oui. C'est quoi, par exemple, les tendances là, pour les années à venir, que ce soit positif ou négatif, et qu'est-ce qui risque d'arriver dans le rugby amateur?
Je sais pas, en tout cas, il n'y a pas de... mouille-toi un peu, tu dois savoir. Non, moi je sais tout, mais je peux pas vous dire. Voilà, allez, dis. Non, j'ai absolument aucune idée parce que toutes les changements, c'est pour la sécurité principalement. Ouais. Donc on n'en voit pas toujours les bénéfices à l'instant T, mais voilà, il y en a qui regardent un peu les matchs, qui font des sondages, qui étudient ces chiffres-là. Et voilà, et je crois que c'est vraiment... On a des stats là, depuis le plaquage à 2 et plaquage au interdit sur le nombre de... Tout à fait. Il y a des stats officielles. Tout à fait. Tu les as, toi? Tu as les chiffres? Non, j'ai pas, mais je sais que la tendance a forcément diminué. Nous, on remplit tout. C'est-à-dire que même sur un carton bleu qu'on donne, on va remplir la phase. Pourquoi, etc. Voilà, c'est vraiment suivi de près. Pour avoir les causes. Et c'est tant mieux, c'est pour nous protéger tous et toutes. Et voilà. Eh bien, merci Aurélien pour cette partie arbitrage. Tu n'hésites pas à revenir s'il y a d'autres choses qui viendront. Et on va en parler dans pas longtemps, parce qu'on va parler des matchs reportés. Et je n'en ai pas parlé avec toi encore. On va regarder la Régionale 2, parce que là aussi, ça a été compliqué. Il n'y a eu que 2 matchs en Régionale 2, poule 3. Votre club formateur de Chartreuse-Néron n'a pas joué contre le Maule. Le RC Grésivaudan s'impose à la maison contre Fontaine. Et les Uzelots s'impose contre Mété. Et on avait appelé lors de la première émission, c'est notre ami Bastoun, coach de ISO, on avait appelé Philippe Sénéclose, le président. Alors on va appeler le fils, Mickaël Sénéclose, qui lui est joueur de ISO, à prendre des nouvelles de ISO, qui prend la tête du championnat. C'est l'heure de l'appel contre appel jingle. Tu veux pas me les mettre aujourd'hui, les jingles? Parce que je les oublie tout le temps. Et ben voilà, et ben pas de jingle. Est-ce qu'on peut appeler du coup Mickaël Sénéclose au téléphone? Oui, je suis Il là. est là. Salut Mika, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Salut, et nerveux mon cher Mickaël? Bah oui, on t'a vu tout à l'heure. Ouais. Bah ouais, tu vas bien? Ça va et toi? Eh ben ça va. Alors explique-nous un petit peu ce début de saison de ISO. Tiens, si tu peux couper le son derrière toi, super. Ça fait plaisir, j'imagine, après 2-3 saisons compliqué pour les Uzelots de retrouver le goût de la victoire et le haut du championnat. Enfin, j'imagine que le bien, il n'est pas que pour les joueurs, c'est pour tout un club, non? Bah c'est ça, ouais. Ça fait vraiment plaisir au club. C'est tout le village même qui redémarre avec ses victoires. Et là, on est premier de poule, donc on va essayer de tenir cette place. Mais c'est sûr que ça fait vraiment vivre tout le village et tout le club. Il y a des sourires de partout, ça fait plaisir. Tu le ressens, toi, par exemple, auprès des bénévoles? Parce que quand tu fais 2-3... Parce que, pour rappel, il y a eu 2 saisons consécutives avec des descentes. Et dans les petits clubs, c'est compliqué, ça, en termes de bénévoles, notamment, d'être présent toujours le dimanche. Et là, maintenant que les victoires reviennent, tu le ressens quand tu vas parler à tes bénévoles? Alors c'est sûr, quand on voit les bénévoles, comme je dis, avec le sourire, c'est vraiment plaisant. Et les bénévoles, il n'y en a presque aucun qui ont lâché, même avec les 2 descentes. Donc ça, déjà, bravo à eux. C'est surtout les joueurs qui manquaient, donc il y a pas mal de joueurs qui sont partis avec les 2 descentes. Et là, on a un peu tous décidé de rattaquer un peu les anciens, un peu des joueurs cadres aussi qui ont été rappelés. Et du coup, ça gagne et ça fait vivre tout le monde, ça fait vivre le village, vivre tout. C'est vraiment plaisant. Alors toi, à titre personnel également, tu as réchaussé les crampons, tu avais pris un petit peu de recul, tu avais été blessé aussi pas mal. Comment ça se passe physiquement pour toi là? Physiquement, ça reste quand même dur les lundis, j'avoue. Comme je l'ai dit une fois, c'est vrai que les lundis, ça pique un petit peu, mais après, je l'ai déjà dit, mais le niveau R2, je m'attendais à que ça soit facile, mais on affronte quand même des belles équipes. Ouais. On affronte quand même de belles équipes, et puis sinon, niveau santé, ça va. Les petites blessures, je les sens plus, donc je prends juste du plaisir avec les copains, et puis voilà. Alors, en R2, par exemple, vous étiez combien à l'entraînement avant la reprise là? Nous, on était 45 à l'entraînement là, le mardi. On a vraiment un groupe qui est, un groupe immense cette année avec pas mal de jeunes. Donc tout est bien. Il n'y a pas de point noir. Il y a juste à prendre du plaisir et à faire monter les jeunes, quoi. Et alors, du coup, j'avais eu ton papa, le président, qui m'avait dit en début de semaine craindre le report du match à cause du gel, parce qu'on sait qu'à ISO, il manque de soleil sur une partie du terrain. Finalement, vous avez joué, mais je crois que c'était une volonté des joueurs de tout faire pour jouer. C'est ça, en fait, on a déjà un match de report. Et avec le calendrier, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est vrai que c'est un peu compliqué de pouvoir de jouer au mois de janvier, mais nous, on voulait à tout prix jouer ce match. Parce que sinon, vu qu'on se projette aussi sur les phases finales, on allait tout enchaîner les matchs.
Et on sait que quand on enchaîne des matchs, il y a plus de blessures qui sont possibles. Donc on a préféré limiter la casse. Et nous, on a déneigé. Il y a des joueurs qui ont été super, qui ont déneigé les lignes. Même s'ils sont un petit peu trompés, au lieu de faire 15 mètres, ils ont fait 10 mètres à un moment donné. Mais ils ont fait le nécessaire. L'arbitre, le terrain était praticable. On jouait dans la neige, j'étais pas trop motivé au départ. Mais après, une fois qu'on est dedans et qu'on est dans le match, voilà, on y est et ça s'est très bien passé. Eh ben écoute, merci en tout cas, Mika. Prochain match pour vous? Prochain match, c'est Fontaine. Fontaine, eh ben écoute, bonne chance pour ce match et bonne chance pour la saison. Merci en tout cas, Mickaël, d'avoir été avec nous pour représenter l'US ISO. Et puis bon courage pour le reste de la saison. Eh ben merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Salut Mika. Salut. Je reviens directement vers toi parce que la question des matchs reportés, on en a eu beaucoup. On a eu tout à l'heure, l'arbitre, tu es le seul, toi, qui peut décider d'un report pour cause de non-praticabilité du terrain. Oui, si le terrain n'est pas praticable, après, au préalable, le club peut prendre la décision via un arrêté de reporter le match. Hein. Voilà. Parce que du coup, il y a plein de cas de figure. Moi, j'ai des questions. L'autre jour, les amis de Saint-Marcelin qui étaient partis en déplacement dans le sud, je ne sais plus où. C'était pour cause d'inondation. Ouais. Et en fait, c'est une fois sur place que le match a été annulé alors qu'ils avaient fait le déplacement. Ouais. En plus, c'était un match, je crois, reporté, c'était parti 21 décembre. C'est quoi la règle, par exemple, là-dessus? Est-ce que le club qui déclare pas ou qui déclare trop tardivement peut être sanctionné s'il y a un long trajet, par exemple, des adversaires ou pas? Sanctionner, non. Mais après, si les conditions... Voilà, c'est pour ça que parfois, les mairies, elles se couvrent aussi. C'est-à-dire que le mercredi, là, c'est le cas typique. Ouais. Hein, il y a eu un gros redout. Enfin, quand on voit l'état des terrains et les températures de début de semaine et des semaines précédentes, c'est évident que les mairies, elles veulent protéger leur terrain. Après, quand arrive le week-end et le jour J, on ne peut pas annuler une rencontre si on n'a pas un arrêté. Ouais. C'est-à-dire que donc là, forcément, il faut se déplacer, l'arbitre y compris. T'es obligé d'y aller. Et on n'a pas le choix. Pour voir sur place. Et tout à fait. Et parfois, une flaque d'eau qui apparaît dans la nuit parce qu'il s'est mis à pleuvoir, où le terrain, on pensait que ça allait dégeler parce qu'il y a pris du soleil. C'est quoi les critères justement qui font que, par exemple, les critères qui font que tu peux pas jouer? Alors la clé, ça n'existe plus. Ah, on peut plus mettre la clé pour voir. Non, on n'a plus de clé, mais non, c'est que des badges et tout, c'est fini. Ah, c'est vrai. Non, la clé avant, c'était ce repère-là. Non, on fait preuve d'un peu plus de. La clé, c'était pour aller, on est d'accord, tester la. Si la clé ne rentrait pas jusqu'au bout, moi je m'en souviens, c'était. Ça dépend des tailles des clés après. Bah oui, donc on en rigolait. Est-ce que c'est une grosse clé? Est-ce que c'est mais c'est des vraies questions qui ont eu lieu. Mais alors, du coup, aujourd'hui, c'est quoi là? Et comment tu fais? Vous avez un outil? Non, du tout. Enfin, il y en a qui mettent leurs crampons, qui vont sur le terrain. On va observer s'il y a un caractère de dangerosité sur le terrain. On l'évoquait tout à l'heure, hein, les terrains qui sont où il y a un peu de boue sur quelques centimètres, puis gelé en dessous. Enfin, c'est moins inquiétant qu'un terrain qui a été travaillé où il y a un tracteur qui est passé au préalable et il y a des arêtes un peu tranchantes qui ont gelé par-dessus. Enfin là, c'est un outil coupant presque. Là, donc vraiment, c'est la sécurité avant tout. On sensibilise vraiment les arbitres là-dessus, puisque la réalité, c'est qu'on ne reprochera jamais à un arbitre d'avoir reporté un match en cas de doute, alors que l'effet inverse, il y a des blessés, voilà. Alors moi, le jour, j'ai commenté, je ne l'ai pas commenté, du coup, un match de National, Bourg-en-Bresse qui recevait Chambéry. Ouais. Et il y avait un brouillard, mais épais, au point que les caméras ne pouvaient pas filmer. Et là, moi, je suis allé voir, je me souviens plus qui était l'arbitre de la rencontre, et je lui ai dit, mais parce que j'avais un souvenir qu'il fallait voir les poteaux, je sais plus, et il me dit, mais en fait, non, il n'y a pas de règle précise. Non, là-dessus, non, il y a une partie sur l'éclairage, etc. Mais là, je ne connais pas le motif précis. J'avais vu le match a joué, pardon. Les caméras n'ont pas filmé. Ah, d'accord, ok. Mais le match a joué. Okay. Alors, mais pour le coup, par exemple, de la ligne médiane, des 22, on ne voyait pas, par exemple, les poteaux adverses. Et moi, j'avais en mémoire une vieille règle qui ne peut pas exister d'ailleurs, qui disait qu'il fallait voir. Avec celle de la clé. Ou qu'il fallait voir les poteaux du milieu de terrain. Je sais pas, je m'étais mis ça en tête, mais a priori, pas du tout. Non, ça pourrait être logique, hein, mais en tout cas, c'est pas le cas. On doit voir les lignes. C'est pour ça que certains clubs. Je sais que Pontarlier le fait très bien. Il laisse la neige sur le terrain, puisque tant qu'il y a de la neige, ça gèle pas. Et du coup, au tout dernier moment, il déneige au moins les lignes. S'il n'y a pas, bien sûr, 1 mètre de neige. Et comme le terrain n'est pas gelé en dessous, on voit les lignes où ils mettent un peu de sciure. Enfin, il y en a qui sont très habiles. Mais sur le brouillard, ça. Par exemple, il n'y a pas de règle précise. Toi, tu n'as pas une règle où tu dis je dois voir les poteaux à partir d'un endroit. Non. C'est quoi Pour les tirs au but, tu fais comment?
Eh ouais, parce que du coup, si tu vois pas les poteaux. Non, mais là, on les voyait, les poteaux. Quand il est devant le tir au but. Ligne médiane, franchement, c'était limite. Ouais, mais du coup, les tirs au but, faut que ce soit en phase finale pour qu'il y ait des tirs au but. Ouais. Non, mais tirs au but, je veux dire, une transfo, une pénalité. Ah, mais ça, on le voit, oui, surtout à ce niveau-là. Oui. Pour toi, il n'y a pas de règle qui dit. C'est vraiment l'appréciation qui dit que c'est jouable ou pas. Oui, alors après, il faudra qu'il y ait un épais brouillard là sur ta vidéo. C'est vrai que depuis les tribunes, pour filmer, ça aurait été inconfortable. Après, sur le terrain, qu'est-ce qu'il en est? Mais toi, tu n'as pas des critères, par exemple, tu dois voir en face? Non, sur le brouillard, non. Il n'y a aucune règle, en fait. C'est vraiment ta sensibilité qui dit... Sur cette partie-là? Ouais, sur le brouillard, je parle. Oui, sur le brouillard, non. C'est jouable, pas jouable. Il n'y a pas, je dois voir l'autre côté du terrain, je dois voir les 22. Ça, c'est des fausses règles. Non. Ok, c'est bien, ça me permet d'apprendre qu'il n'y avait pas de règles à ce niveau-là. Merci Aurélien. En tout cas, là, on a eu beaucoup de matchs reportés. Ça n'empêche pas qu'Iso a gagné et est leader de ce classement avec 40 points devant Échirol. Ils ont gagné, d'ailleurs, il y a 2 semaines, la confrontation, les Uselot. Le SOUA Rugby et Jarichamps sont dans les qualifiables de cette poule régionale 2, poule 3, régionale 2, poule 4 maintenant. Et c'est simple, là, il y a eu un seul match, c'est Thonon qui s'impose à la maison contre la Côte-Saint-André. Une seule victoire à la maison. On va passer tout de suite au classement. Je vous ai dit que ça allait assez vite. Le classement, c'est Thonon, du coup, qui est leader devant Thônes. Le RC Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont et la Verpillière sont 4e. La Côte-Saint-André en embuscade pour aller chercher la qualif régionale 2. Poule 5 maintenant, avec 2 matchs qui se sont joués. L'Arcole qui s'impose du côté de l'Arbrel et Firminy qui s'impose du côté de la Cévennes. Le classement de cette R2 Poule 5, l'Arcole est premier devant Ambérieux, le Col et Firminy. Voilà, on va passer à la régionale 1 maintenant. La régionale 1 qui jouait sa poule 3. Et là c'est simple, il y a eu un seul match, c'est le RC Vif Monestier de Clermont qui s'impose à la maison contre Annemasse 18-16. Tous les autres matchs ont été reportés, ça ne peut pas aller plus vite que ça. Le classement, il est là avec... Il n'y a pas de classement ? Ah oui, tu fais bien de me dire, merci Kylian en régie, Pont-de-Clé qui n'a pas joué, mais Pont-de-Clé qui a eu la chance et l'honneur de recevoir la visite juste avant Noël de Ange Capozzo, vous savez, l'ancien joueur de Grenoble, international italien et joueur toulousain formé dans le club de la banlieue grenobloise. Il est venu du côté de l'Arbre de rugby faire la surprise aux enfants et il est venu avec une hotte bien remplie. Petit reportage avec Ange qui nous a accueillis avec les enfants de Pont-de-Clé. Moi, je le vois quand même quelque chose d'assez naturel. Honnêtement, je suis plus heureux de continuer à faire partie un petit peu de la vie de ce club à mon échelle. Je sais que je suis loin en termes de distance, mais j'essaie de continuer de garder un petit peu de proximité quand même. Encore une fois, ça me fait vraiment plaisir aussi de voir toute la vie qu'il y a autour de l'école de rugby et de voir que le club vit super bien. Donc voilà, c'est beaucoup de joie. J'ai eu un coup de fil de Ange qui m'a dit, voilà Pierrot, j'aimerais faire un truc pour l'école de rugby de Pont-de-Clé en cette fin d'année. Et je voudrais, si c'est possible, faire une dotation de chaussures pour tous les gamins de l'école de rugby. Est-ce que ça t'intéresse? Donc là, pour le coup, j'étais en congé, j'ai dit, c'est une blague. En fait, c'était vraiment un geste venu du fond du cœur de Ange qui nous a dit, voilà, moi je n'oublie pas d'où je viens. Ses parents habitent toujours Pont-de-Clé, mais ses grands-parents aussi, mais à chaque fois qu'il revient, il a toujours un petit mot, un petit message pour nous, passe boire un coup à la maison. Et là, c'était vraiment... moi, j'y croyais pas, pour de vrai, quand c'est arrivé, je me suis dit... Et puis, l'idée, elle a germé, il m'a rappelé une semaine après, je vois avec Adidas, on met ça en place. Après-midi, je suis là le 15 décembre, je suis en vacances, je vais venir, je dis, Ange, le 16, c'est l'arbre de Noël, je peux pas... Il dit, écoute, je décale, je serai là le 16. Voilà, une soirée comme ça, ça me fait juste prendre conscience de la réalité du terrain et de la réalité de ce qu'est le rugby. Concrètement, le rugby, c'est ça, c'est de la proximité, c'est des amis, des visages qu'on connaît, des moments qu'on partage. Alors même si aujourd'hui, moi, je connais une phase du rugby qui est du professionnalisme, le fait que ce soit un métier, ça fait du bien de temps en temps de retourner à cette réalité-là. Je remercie surtout Adidas parce que d'avoir l'idée, c'est toujours faisable maintenant que ça se concrétise, c'est super. Donc, très heureux de pouvoir faire ce geste-là pour les enfants, pour les éducateurs et ça remercie le travail du club et ça encouragera les gosses.
Je suis content, magnifique moment, plus de 100 gamins de l'école de rugby qui sont là, donc il nous fait le plaisir d'être là. Il participe comme d'habitude, il avait fait les 120 ans, mais là c'est encore un moment magique qu'il nous offre. Il laisse de son temps, les parents, les enfants, et que ce sera un bon coup de pub pour l'école de rugby de l'US de Pont. Que si tous les gamins croient que toutes les années ils auront une paire de chaussures à Noël, on va peut-être doubler nos effectifs pour l'année prochaine. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément une paire de crampons chaque année, mais on peut quand même féliciter Ange Capozzo qui a offert avec son partenaire 150 paires de crampons aux éducateurs et aux enfants de toute l'école de rugby. Voilà, des joueurs qui gardent en mémoire quand même leur club de formateurs. Toi qui es avec des gamins, j'imagine que ça doit te faire écho, ce genre de choses. François? Oui, c'est top. Après, nous, on a eu la visite des joueurs du FCG l'année dernière, donc c'était top. Les gamins étaient super contents, ils ont passé du temps avec eux, donc ça fait toujours des bons souvenirs. C'est important quand même d'avoir des modèles quand même pour les gamins. Ils ont encore ces modèles-là comme on avait dans le temps ou pas? Parce qu'ils voient les matchs à la télé, ils savent que l'équipe phare sur le secteur, c'est Grenoble. Et puis voir arriver des joueurs costauds, massifs, leur filer un petit coup de main d'entraînement, ça fait toujours plaisir. Garde la parole, mon cher François, puisque tu l'as, tu nous parles toi des enfants, mais tu as également joué au rugby. Raconte-nous un petit peu toi ton parcours de rugbyman. Alors moi j'ai joué je suis plus vieux que vous les gars. Voilà, je suis à la retraite, donc là j'ai 37 ans, j'ai démarré d'abord à Villarbonneau en fait, j'habitais Saint-Thérève mais j'ai un copain qui m'a emmené à Villarbonneau, et puis j'ai joué à Saint-Thérève 3 ans avec Aurélien en cadet junior, et puis après parti à Grenoble jusqu'en espoir, et puis après espoir 9 ans à Cessin en Fédéral 2, et puis fini à Voiron en Fédéral 2 aussi. T'as fini à Voiron, tu es resté après du coup tout de suite à Voiron avec les jeunes ou il y a eu une période... Non, après 3 ans à Voiron, j'ai arrêté, j'ai tout coupé, même à Salon et terrain, j'ai plus trop, je voulais vraiment couper. Et puis j'ai repris, en fait, entre-temps j'ai eu mes gamins et mon plus grand a voulu faire du rugby. Et puis c'est comme ça que j'ai remis un pied tout doucement du coup dans mon club au cœur Saint-Égrève. Et là, j'ai redécouvert en fait la formation. J'ai découvert un club qui était très bien structuré, grâce à une personne comme Olivier Michel qui fait un travail formidable avec l'école de rugby. Et puis en moins de 8 ans, on a 45 gamins, donc on a un bel effectif. Et puis voilà, on apprend beaucoup de choses. Tu es venu aujourd'hui aussi pour parler de business, parce que dans les clubs et le rugby, il y a du business, mais avec Aurélien, vous avez créé, expliquez-moi, c'est quoi? C'est un rassemblement de rugbyman qui essaie de rassembler des chefs d'entreprise. On a une petite vidéo qui va passer en arrière pendant que vous en parlez. Explique-nous un petit peu, François. Je pense qu'Aurélien en parle mieux que moi, qu'Aprezo. C'est quand même lui qui est à l'origine du projet. Oui, tout à fait. En fait, il y a quelques mois, donc avec ma femme, on s'est dit on va sur les terrains de rugby, on rencontre des gens, ça fait plus de 20 ans, mais en fait, on ne sait pas ce qu'ils font. Tous ces entraîneurs, tous ces joueurs, etc. Puis au fur et à mesure, on retrouve François, et puis on dit putain, tu fais du café éco-torréfié au pellet de bois, putain, mais c'est un truc de malade. Et du coup, pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Et en fait, l'histoire, elle se répète. Elle se répète aussi avec Vincent Marseille, que je croise chez Métro. Putain, je vois écrit Marseille, je tape sur Google, je dis putain, mais il a un resto lui. Mais moi, je fais que bouffer, donc je veux dire, on va aller bouffer chez lui. Et en fait, de fil en aiguille, nous, on a monté deux structures donc, avec ma femme pour créer, accompagner et booster les jeunes entrepreneurs. Donc là, depuis quelques mois, ça cartonne parce que on est vraiment sur ces valeurs au-delà du terrain. On accompagne la signature de l'automobile, l'atelier beauté, Adam Plomberie, un plombier qui cartonne, le café du 7. Tous issus du monde du rugby, du coup? Tous quasiment issus du monde du rugby ou alors à proximité, mais en tout cas qui partagent ces valeurs-là. Ouais. Ça, c'est vraiment le mot d'ordre. On s'est dit on va créer un réseau de pros gratuit. Parce qu'on ne veut pas payer sur les mêmes valeurs que sur le Ah oui, d'accord, là, il n'y a pas d'adhésion, c'est un rassemblement de chefs d'entreprise autour du rugby, amateurs principalement. Amateurs principalement. Ouais. Qui a donc des anciens joueurs ou des joueurs actuels. C'est vrai qu'on a beaucoup de chefs d'entreprise qui jouent. Oui, tout à fait. Moi, j'ai retrouvé un peu l'envers du décor et en fait, on recroise les mêmes personnes et c'est complètement fou. C'est que des super histoires. Et on a d'ailleurs un très gros concessionnaire grenoblois qui nous a rejoints, de par notamment ces valeurs-là. Ouais. Du coup, qui disent, nous, c'est vraiment notre créneau parce qu'on partage ces valeurs-là. Ouais. Et donc, on fait vraiment des super rencontres. Et d'ailleurs, il y a une prochaine date à venir sur laquelle tu es invité parce que tu fais partie de l'histoire.
Et du coup, si on veut, s'il y a des chefs d'entreprise rugbyman, alors c'est quoi? Déjà, c'est local, c'est Grenoble Agglomération. Ouais. On est vraiment au début, puisque la première rencontre, elle a eu lieu début décembre chez Marseille. Forcément, c'était important pour nous que ça puisse débuter là-bas. On a réuni plus de 30 entrepreneurs, et là, ça explose complètement, puisque avec le soft business qui du coup marche plutôt bien, on s'est rejoint il y a quelques jours du coup avec Hugo pour voir beaucoup plus loin et relier un peu ce réseau voironnais, ce réseau grenoblois, parce que je crois que sur le plan du business, l'année 2026 va être compliquée et que en fait pour tout le monde et qu'à un moment le réseautage c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est-à-dire, moi, je suis certain que si François, quelqu'un cherche du café, je vais l'envoyer vers lui. Je suis sûr que il va se battre jusqu'au bout, comme sur le terrain. Et de même pour lui, s'il y a quelqu'un qui cherche à développer son activité ou cherche des repas à livrer à domicile pour un papy, une mamie, une connaissance, il sait que je vais tout donner parce que c'est lui, quoi. Alors, le nom du réseau? Alors, réseau CAP, CAP, tout simple. D'accord. Sur les réseaux, comme vous le CAP capitaine ou le CAP, c'est quoi Tout à fait, on suit le CAP. On suit le CAP. Ouais. Vous vous réunissez une fois tous les... La première fois, c'était là début décembre. La seconde sera sans doute un format en after work le 5 mars dans un endroit important. Si certains veulent se renseigner, s'il y a des gens dans le rugby qui veulent adhérer du coup gratuitement, parce que c'est quand même assez rare. Alors c'est uniquement sur recommandation. D'accord. Il y a beaucoup de monde qui me contacte. Faut pas que tout le monde m'appelle moi, parce que sinon je tu vas être, mais sur les réseaux, vous nous retrouvez assez facilement, notamment sur LinkedIn. Okay. Donc il ne faut pas hésiter, mais il faut vraiment partager ces valeurs-là, et c'est hyper important parce qu'on y tient. Et du coup, dès la première rencontre, ça a matché vraiment. Il y a vraiment des contrats qui en sont sortis. C'est encore une chouette expérience. C'est vrai que puis des réseaux gratuits, je crois que je n'en avais jamais encore entendu parler, donc c'est plutôt rare. Et dans le rugby, on le voit, il y a beaucoup de joueurs souvent à leur compte qui sont artisans, il y en a pas mal, donc c'est vrai que cette entraide, elle est souvent d'ailleurs limitée au club, mais c'est vrai que si elle peut être interclub, ça peut être une belle chose. Tout à fait. Puis pour les clubs, c'est important. Hein. Moi, quand je vois les présidents, ils me disent le nerf de la guerre, un peu, forcément, c'est comme pour tout le monde. Et du coup, nous, on a des entrepreneurs qui disent s'il me fait travailler là-dessus, moi, je suis prêt à redonner de l'autre côté. J'ai toujours un peu de café à donner, j'ai toujours un peu ça. Là, je peux donner un coup de main. Et c'est vraiment là-dedans. Et vous allez peut-être tourner, par exemple, dans des clubs. Il y a des choses comme ça qui peuvent être prévues. Pour le moment, on est uniquement avec le soft business parce que forcément, j'ai un lien assez particulier. Et puis je trouve que l'organisation que Fred Jabert met en place, c'est l'avenir. Je crois que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il y a d'autres gros clubs qui l'ont fait, Montmélian, Annonay, et je pense qu'il faut tendre vers ça. Mais c'est aussi les joueurs. Nous, on est un peu de la même époque. Moi, je suis à l'aube de mes 38 ans. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va faire après? Et j'ai envie de continuer l'expérience. Sur le côté pro. Et garder un peu le côté rugby. Et de garder ce côté rugby-là, mais du coup ailleurs. C'est-à-dire que maintenant, on ne va plus boire un coup à troisième mi-temps, on le fait aussi. Mais je lui dis, viens, on va manger un bout plutôt. Et voilà, et on fait un peu autre chose. Et les mecs que je rencontre, ils sont aussi sympas sur le terrain. Il y en a avec qui j'avais mis des cartons, etc. Et on a rigolé comme pas possible. Mais on a mangé un bout. Et dit, tu fais quoi? Tu fais ça? Putain, il fallait me le dire avant. Du coup, si tu vois un chef d'entreprise avec qui tu sympathises et que tu dois l'arbitrer le dimanche suivant et que tu dois lui mettre un carton, comment tu fais? Tu lui mets ou pas? Négocier avant. J'ai croisé ton fromager en bas. C'est vrai. Et Alex Wood, que j'embrasse. Et ça, c'est une histoire formidable. Ouais, incroyable. Franchement. L'âne jaune au Fontanil, d'ailleurs, on peut le redire. Et je lui dis, la prochaine fondue raclette, il me dit, mais t'habites où? Je dis, j'habite un peu loin, au pied de Champs-Rousse. Mais s'il faut y aller, j'irai. Et les mecs, meilleur fromager du coin. Franchement, et du coup, je confirme. Je suis du Fontanil. On n'hésite pas, on fait travailler les gens qui connaissent. Et ça, c'est important de garder ces valeurs en dehors. Hyper important. En tout cas pour moi. Merci. Puis merci d'avoir cité l'âne jaune, mon ami Alex Wout, que je salue. Allez, on enchaîne avec la régionale 1. On a dit poule 3. Est-ce qu'on a vu? Oui, on a déjà donné les résultats. Donc c'est le classement avec Tullin qui est donc leader devant Pays de Gex et Fossi. Non, on n'a pas donné. Si, on a donné les résultats. Oui, il y avait eu les matchs annulés. C'est le RCVMT qui avait gagné le seul match qui s'était joué. Régionale 1, poule 4 maintenant. Et là,
pour le coup, ça a joué. Alors c'est vrai que c'est un peu plus dans le sud, hein. On est plus le côté valentinois et dromois, avec Privas, Le Teil et Herrieux qui gagnent à l'extérieur, hein. 3 belles victoires, La Voulte et Emeux. Et là, je reviens à mes questions de calendrier. De toute façon, selon la région où on est, le problème, il est là aussi. C'est que eux, c'est beaucoup plus jouable quand il fait 10 degrés de plus que chez nous. En tout cas, Canton de Marsanne est premier de cette poule devant Le Teil et Saint-Genis-Laval. Emeux et Herrieux sont juste derrière. Voilà pour la régionale 1, poule 4. On va passer maintenant à la fédérale 3 avec une poule où ça va aller très très vite puisqu'il n'y a eu aucun match de joué. Là, on n'est plus... hop, j'ai mon oreillette qui s'est barrée. On n'est plus dans la Drôme. Vous voyez, on est du côté Savoie et Lyonnais. Aucun match de joué. Donc ça va aller simple. On va remettre le classement qui est le même que le classement de la semaine dernière. Hein. Mézieux, Tarare, Aix-les-Bains, Monceau, Viria. Tous rejoueront pour le 4 avril, hein, qui est la date de repli, si je ne dis pas de bêtises. Fédéral 3, maintenant poule 5, avec Châteauneuf-Saint-Marcel qui s'incline, même si la couleur n'est pas bonne, du côté de Tournon, si ce n'est pas une erreur. Et on va noter surtout la victoire de Visil qu'on avait reçue il y a quelques semaines. Hein. Quand on les avait reçus, ils avaient gagné un seul match. Ils en sont à 4 victoires depuis une remontée un petit peu dans ce classement. Les hommes de Bibi Ferruit, notamment, on va voir le classement, s'il vous plaît, de cette Fédérale 3 pour voir que ils ont bien fait de gagner parce que il va falloir gagner quelques matchs pour sortir de la zone rouge. Vous voyez derrière Visil-Volnavé qui quitte la dernière place et la partage avec Beaurepaire et revient à 8 longueurs de la SMIDA. Mais voilà, ils ont gagné 4 matchs sur les 6 derniers, si je ne m'abuse. Donc ils reviennent... non, ils ont gagné 3 matchs sur les 5 derniers exactement. Voilà. Donc ils reviennent un petit peu dans le jeu. Ampuis est toujours leader devant Tournon, Châteauneuf-Saint-Marcel et Cessin, 4e de cette poule de fédérale 3. On a, je crois, les résultats. Ah non, on avait la vidéo, pardon. J'ai mangé une vidéo. Reviens, s'il te plaît, aux résultats. Kylian, pardon, c'est moi qui suis allé trop vite. On avait la vidéo de Ampuis. Ampuis, hop, qui s'est imposé Ampuis et qui continue son bonhomme de chemin, hein, en tête de ce classement. Les hommes de Pierre-François Mergoil qui continue et qui gagne. Voilà. Très belle équipe d'Ampuis qui s'est imposée du côté de Beaurepaire notamment. On a vu le classement, merci. Et on va enchaîner. Et avant d'enchaîner, on va parler de nos autres invités. Evan, parce que du coup, on t'a pas beaucoup entendu. Evan, je t'ai pas donné beaucoup la parole. Jeune homme, c'est ton moment. Alors, mais ça va aller assez vite sur ton nombre de clubs, puisque tu as quel âge? Là, j'ai 20 ans. Là. Tu as 20 ans. Alors, tu fais partie de ceux qui vont relancer le rugby aujourd'hui. 20 ans, et ton premier club, quoi, c'est ta première licence? La Tour du Pin, ma première licence en moins de 7, donc à 6 ans. Ouais. Mon premier entraînement à 5 ans, fin d'année. Ouais. J'ai fait toute mon école de rugby à la Tour du Pin. Je suis parti en deuxième année U16 à Chambéry. Pareil, j'ai suivi un collègue, j'avais pas trop envie de partir et on a fait des détections et j'ai été pris. Parce que du coup, quand tu as fait les détections, mais quand tu es à la Tour du Pin, c'est vrai que c'est presque plus logique de se dire qu'on va aller à Bourgoin, qui est à côté. Ouais, en fait, j'avais un collègue qui avait des vues sur Chambéry. Ouais. Et c'était un bon collègue à moi, et il m'a chopé, il m'a dit viens, on va faire des détections à Chambé, et je l'ai suivi. Donc tu as fait une année à Chambé? J'en ai fait 5. Ah oui, 5. Ah oui. En espoir l'année dernière. D'accord. Donc j'ai fait une année à la Mercerie, 2 années Crabos et 2 années espoir. Ouais. Et je suis revenu cet été à la Tour du Pin. Et alors, quand tu es en espoir à Chambé, où tu côtoies quand même un club qui était en mesure même de monter en Pro D2 l'an dernier, pourquoi ce choix de revenir dans ton club formateur, certes, mais en Fédéral 2? En fait, c'était avec les cours. J'étais à Grenoble, là je suis à Grenoble, je suis en 3e année de licence TAPS pour faire prof de PS. Et avec les cours, ça devenait compliqué parce que je m'entraînais aussi avec le centre de formation. Et les entraînements étaient de plus en plus tôt, et moi avec les cours, ça faisait trop pour moi, et j'ai préféré continuer l'école que de poursuivre le rugby. Xavier, cet exemple-là, il est intéressant. J'imagine que les clubs gardent toujours un œil, les coachs et les clubs, sur tous les joueurs qui sont passés un petit peu pour aller les récupérer. Alors parfois, on les récupère, tout à l'heure on parlait de Mika Sénéclose, un peu plus vieux, mais parfois on arrive à les récupérer un peu plus jeunes. Ouais, voilà, c'est à l'image d'Evan, voilà, c'est ce qu'on recherche. Des joueurs qui ont attaqué au RCVT, à l'école de rugby, et qui font leur parcours et qui font leur vie aussi. Et voilà, on a toujours un contact à travers Steph Reynaud qui
qui a un annuaire qui est incroyable. Et voilà, et on a réussi à récupérer Evan cette année. Il était déjà en double licence l'année dernière. Ouais. Donc voilà, il connaissait déjà tout le monde au club. Et on en a d'autres à récupérer qui sont sur Grenoble, sur Chambéry. Et le fait d'être passé pour Evan par les espoirs, par exemple, de Chambéry, en 3e niveau français, est-ce qu'il a des qualités qu'il a travaillées, qu'il a développées peut-être différentes que les autres jeunes qui ne sont pas allés dans ces clubs-là? Est-ce que toi, tu le ressens? Evan, il a déjà une aisance technique que peu à ce niveau ont. Et ouais, forcément, le fait de s'entraîner tous les jours, nous, en Fédéral 2, c'est 2 fois par semaine. Et forcément, on développe d'autres qualités. Ouais. Ça te manque pas, justement, cet entraînement quotidien? Toi qui avais pris ce filon un petit peu filière élite, là? Oui et non, parce que des fois, c'est vraiment des grosses sessions d'entraînement et tu te dis, surtout l'hiver, on se demande le soir à 20h30, putain, qu'est-ce qu'on fait là? Et ouais, non, moi, ce qui m'a changé pour rebondir tout à l'heure sur le règle de rugby, c'est de passer d'espoir, on avait le droit au plaquage à 2 et au plaquage. Ah oui, alors là, toi, typiquement, t'as changé la règle, là. Surtout le premier match contre Saint-Save de la saison où il y a 2-3 fois, les vieux démons sont ressortis où t'impactes un peu plus haut et l'arbitre te met plus 10 mètres, donc ça vraiment... C'est vrai que ces changements de règles, du coup, de catégorie, c'est les catégories qui changent les règles, c'est particulièrement compliqué. Alors, toi, tu l'as ressenti en passant d'espoir en Fed 2. Souvent, c'est les clubs qui passent de Fed 2 à Fed 1 qui ont aussi cette difficulté-là entre les mêlées poussées, on en a parlé il y a 2 semaines, et autres. Tu regrettes pas, j'imagine, d'être revenu dans ton club formateur, mais d'avoir retrouvé un peu cette Fédérale 2 qui est quand même costaud, non? Ouais. Au début, tu te dis toujours... Peut-être que tu auras des regrets, mais moi, j'en ai aucun. Franchement, la Fédérale 2, on voit déjà contre Saint-Save ce week-end, ça a beaucoup tapé. Et on s'en rend pas compte, mais c'est déjà un très, très gros niveau. Ouais, ça a un niveau intéressant. Xavier, j'imagine que... On va parler un peu de toi, mais cette Fédérale 2, la Tour du Pin qui est montée, quoi, maintenant, ça fait... c'est la troisième année. Il n'y a rien de simple, hein, depuis la remontée, il faut s'accrocher, quoi. Il n'y a rien de simple et voilà, niveau recrutement, on voit tous les clubs qui s'équipent terriblement en début de saison et toi tu te dis comment tu vas faire, et tu fais avec ta formation. Voilà, on a réussi à faire monter des gars de la baie et on arrive à être au niveau, même si là on est passé relégable, mais voilà, on s'accroche et le niveau est toujours supérieur d'année en année. Ouais, ça, tu le sens vraiment que ça d'année en année. Et les gars sont de plus en plus préparés physiquement, au niveau de la vitesse de jeu. Il y a plein de choses qui changent. Xavier, garde la parole. Du coup, toi, ton premier club formateur, ça va être Védu. Première licence. C'est Saint-Savin. C'est Saint-Savin. Voilà. Vous avez fait le chemin inverse, du coup. T'es Saint-Savinois de village même Ouais, juste à côté, un petit village qui s'appelle Saint-Chef. Ouais. Et première licence en 93, je crois. Ah oui. Jusqu'à 2005, je crois. Donc, grosse période de ta vie. J'ai eu 2 grosses blessures qui m'ont fait arrêter le rugby. Et dès la première blessure, en 2003, j'ai voulu attaquer à entraîner avec les juniors de Saint-Savin. Et puis monter en senior, descendu en junior. Et puis voilà. Alors, on va en parler forcément de ces blessures, et dont une où tu as eu vraiment très très peur. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé et est-ce que ça a changé pour toi dans ta vision des choses ou pas? Ouais. J'ai eu sur une pénalité que je tentais à Saint-Jean-de-Bornay sur un match de phase finale contre Pont-de-Clay. Elle tape le poteau, malheureusement. Il y a un rebond qui se fait et puis je vais au ballon, mais il part complètement à côté. Et puis j'ai été pris par 2 joueurs et en fait j'ai fait... tête contre sol et les épaules sont passées d'un côté et le corps de l'autre. Et en fait, ça m'a rompu la 2e vertèbre cervicale. Voilà, je suis passé à 2 mm de la mort. Donc, on relativise pas mal de choses. Ça s'est passé comment? Tu as été tout de suite je suis sorti en marchant tranquillement, mais j'avais un souci, c'est que la tête, elle tenait plus. Ah ouais. Elle tenait plus, donc forcément, on se dit que c'est pas une simple entorse, c'est qu'il y a un souci. Et quand il y a la radio et que tout le monde s'affole autour de la radio, on se dit qu'il y a un souci. Du coup, après ça, tu as eu le droit de... Comment ça s'est passé? Je me suis bien renforcé pendant 2 ans. Tu as été opéré? Il n'y a rien à faire? Non, il n'y a pas eu d'opération. Ça a été traité sur un corset. D'accord. Donc, ici, derrière aussi, avec un bandeau pendant combien de temps, au milieu. Pendant 6 mois, pendant la canicule en 2003. C'était pas mal. C'était très drôle, ça.
Et voilà, j'ai été traité avec un corset et j'ai pu reprendre le rugby. Bon, ça n'a pas duré longtemps sur un match à Villeurbanne avec Saint-Savin. T'as quand même repris. Ouais, j'ai voulu reprendre. Ouais. T'as pas eu d'appréhension? Si, j'imagine que si, forcément. Ouais, si, au début. Et puis, j'étais pas un gros plaqueur non plus. Hein, donc, mais ça veut dire que sur un autre ballon, sur un poteau, tu t'y vas plus? Ouais, j'ai jamais eu l'occasion d'y retourner. Ouais. Mais voilà, sur un ballon qui traînait par terre, je me suis fait faucher, j'ai eu fracture tibia péroné. Et là, par contre, je me suis dit, ouais, c'est bon. Ouais. Fini, entraîneur, c'est très bien aussi. Ouais, alors, on voit, je fais forcément le rapprochement avec les blessures. Et on parlait tout à l'heure des règles qui servent aussi à défendre. J'imagine que toi, arbitre, tu peux avoir des frayeurs. Des fois, tu vois un mec mal retomber, inconscient. C'était déjà arrivé, toi, d'avoir des joueurs qui... Ouais, malheureusement, c'est fréquent. Hein, ça arrive. Hein, et alors là, on est plutôt peut-être sur une forme d'accident de jeu. Hein, s'il n'y a rien de volontaire, on est plutôt là-dessus. C'est des choses qui arrivent, mais c'est des choses qu'on redoute parce qu'on aime ce sport. Et puis du coup, mais même quand c'est volontaire, de toute façon, on n'est pas là pour mettre des cartons rouges. Hein, mais même au-delà de ça, tu as déjà eu, toi, une vraie frayeur avec un joueur, par exemple, que tu as vu mal tomber On a, pendant un moment, la mêlée, ouais. Quand on était moins dans la maîtrise que là actuellement, là on la travaille vraiment, la phase de mêlée, elle est poussée aussi. Hein, à l'époque, tu as eu des frayeurs peut-être sur des... Et du coup, quand des fois ça tombe, les mecs, et puis en trapèze ou quoi, on se dit putain, on espère qu'il va se relever quoi. Parce que des fois, c'est des accidents de jeu, mais sauf que ça peut être, on l'a vu sur certains, ça peut être fatal. Et du coup, on a une part de responsabilité. C'est une certitude, hein. On se dit dans les commandements, c'est pas pour rien qu'ils sont assez espacés, on vient valider une posture à chaque fois. C'est vraiment pour limiter. Pour préserver ce genre de choses. Oui, tout à fait. Allez, la Fédérale 2, Poule 2, du coup on en était à cette fête 2, puisqu'on l'a abordé avec... tu m'as parlé mais je t'entends plus. Oui, on fait signe qu'on nous a envoyé une photo anonyme sur toi, Xavier. Alors on est obligé de la montrer. J'étais pas au courant. Qu'est-ce qu'on nous a envoyé? Montre-nous ça. C'est des photos gentilles, ça. Qu'est-ce qu'on en a une autre? On me dit on a une autre. Vas-y. Voilà, très bien. Eh bien, écoute, merci. Alors, qui a envoyé ça? Tu as une idée du... Oui, je sais. Tu sais? J'ai pas besoin de le balancer, du coup. Non. Non, il se reconnaîtra? Voilà, c'était gentil, mais... on l'a reçu dès qu'on t'a annoncé ce matin, moins de 5 minutes après. C'était très très rapide. Et on les remercie du coup s'ils se reconnaissent. Allez, on enchaîne. Merci Kiel. La Fédérale 2 avec... Alors on va partir à Saint-Claude. Alors Saint-Claude qui avait déjà eu des matchs reportés, je crois déjà 2 fois, parce qu'ils ont même... voilà. Regardez le terrain, les conditions de jeu à Saint-Claude. On parlait 3 fois, ouais, tu as raison. La neige à Saint-Claude. On remercie Xavier qui nous a envoyé les images. Là, on est dans le... oui, t'as raison de le signaler. En plus, c'est Ario. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pu jouer. Parce que je pense qu'à Saint-Claude, ça n'aurait pas joué. Non, ça n'aurait pas joué. Et c'est du winter rugby, hein, comme il y a eu lieu à Briançon, puis comme il va y avoir à La Plagne. Là, on est vraiment sur un autre rugby. Après, la neige, comme tu disais, du moment où on voit les lignes de touche, c'est pas forcément plus gênant que ça. Le job a été fait, on a vu. Hein, ils ont bien éneigé les lignes, c'est nickel, c'est parfait, on joue. Hein. Allez, on reste sur les résultats. Donc Saint-Claude qui s'impose à la maison, c'est important par contre pour le classement. Voiron qui n'a pas joué, il y avait un arrêté municipal aux grandes dames des Voironnais qui voulaient absolument jouer contre Andrézieux. Saint-Jean-de-Bournay, et là on a aussi les images, qui fait un beau résultat et qui va gagner à l'extérieur. Alors là aussi un terrain qui était en train de dégeler, on le voit, qui commençait à être boueux. Je pense qu'il va avoir du mal à revenir d'ici la semaine prochaine, mais qui va s'imposer. Saint-Jean-de-Bournay qui reprend, après sa défaite à Voiron, de bon augure ce championnat, et qui s'impose 30-22. La Bièvre, match reporté, conditions, tout comme Villefranche. Et on arrive au gros match qui nous intéressait. Donc on a appris que dès le début de semaine, le match avait lieu à Bourgoin. Juste pour revenir quelques secondes là-dessus, pour vous, ça change quelque chose de ne pas être chez vous à domicile ou... C'est un peu moins de charme. On a la chance d'avoir quand même un club qui est assez typique, avec l'église, très proche du village, les vignes en arrière-plan. Et là, du coup, on se retrouve, c'est vrai, à et là, du coup, c'est un peu moins typique. Des fois, les anciens ne peuvent pas faire forcément le déplacement.
Mais bon, vu les conditions, je crois qu'il fallait, il fallait le faire si on voulait pouvoir jouer. Donc j'imagine que les relations sont plutôt bonnes avec oui. de Bourgoin. On est toujours très heureux d'aller à Bourgoin. Ouais. Ça reste quand même un honneur, même si on n'est pas sur le terrain d'honneur de ça reste Pierre-Rajon. On est toujours content d'être accueillis là-bas et on les remercie. Ouais. En tout cas, on a vu que le monde était présent sur les supporters des deux clubs, je pense, avaient fait le déplacement. Il y avait beaucoup de bruit sur cette main courante. Je ne sais pas si elle est souvent remplie comme ça. Là, c'était plaisant. Pour vous, ça a changé quelque chose de savoir que le match ne se jouait pas à Saint-Savin ou pas? Niveau préparation, en étant Saint-Savinois d'origine, forcément, ça changeait pas mal de choses. Je connais bien le terrain de Saint-Savin. Je savais que ça allait être dans la bouillasse et ça allait pas être un match très très agréable à regarder. Et là, du coup, tu as changé un petit peu les plans. Alors, on va vous voir un petit peu à l'échauffement. Le temps que tu nous racontes un peu ton début de saison du côté de la Tour. Le début de saison, il s'est pas trop mal passé. On a très vite eu 3 victoires au mois d'octobre, à fin octobre. Dont un bonus offensif contre Saint-Priest, qui n'était pas forcément prévu. Et après, le mois de novembre et décembre a été plus compliqué avec pas mal de blessures. On a perdu pas mal de matchs de peu, notamment à Villefranche, à Lons, où à la 70e, on est à 2 points. Et c'est très frustrant. Villars-les-Dombes, où on prend 19 points sur interception. Et forcément, c'est frustrant parce qu'il y avait vraiment mieux à faire. Ouais, c'est pour toi également, c'est un peu frustrant ce début de saison. Ouais, surtout que comme l'a dit Xav, on fait un début de saison qui est franchement très correct. On s'était dit 9 points en objectif fin octobre, on en avait 8. Et c'est vrai que là, on passe à pas grand-chose de la victoire. Alors on va regarder ce match, mais du coup vous arrivez à ce match avec l'ambition, j'imagine, de toute façon un match de fin de tableau, c'est un match presque qui compte double. Hein. Ah ouais, bien sûr. Là, il fallait qu'on gagne. On s'était bien préparé, on s'est entraîné entre Noël et le jour de l'an. On a eu l'occasion d'avoir un synthétique du foot pour pouvoir s'entraîner, donc on a pu s'expliquer un peu, on a pu faire du jeu, donc c'était top. Côté Saint-Savinois, cette préparation, donc on en a parlé, on a pareil vos images d'échauffement. Début de saison qui a été tronqué par les matchs en retard, on avait parlé avec votre coach qui était là, et ces matchs en retard qui finalement vous remettent un petit peu, alors on va pas parler de celui-là mais ceux d'avant, dans la course qui vous font du bien, notamment en fin d'année. Hein. Ouais, celui de Saint-Claude. On l'avait coché déjà dès le début et on voulait vraiment le jouer fin décembre et il fallait qu'on gagne pour passer un peu les fêtes à l'abri et sortir un peu la tête de l'eau, en sachant qu'on fait un début de saison qui est catastrophique, où on ne gagne pas un match, on prend quelques branlées. Mais, comment tu l'expliques? Parce que la saison dernière, elle est plutôt positive du côté de Saint-Sav. Comme l'a dit Xav tout à l'heure, on a eu changement de coach, changement de présidence. Ça a attaqué le recrutement très tard, parce que maintenant, au mois de janvier, ça commence déjà, les coups de téléphone. Donc on n'a pas eu. Je pense que le recrutement n'a pas pu se faire comme espéré. Ouais. On a beaucoup de joueurs qui connaissaient que de la fête 3. Donc il faut se préparer à la fête 2 parce que j'ai eu la chance de le côtoyer l'année dernière et c'est pas du tout le même rythme que de la fête 3, que ce soit dans les impacts, les déplacements, la vitesse de jeu, et puis surtout il faut tenir toute une saison. Quand on joue tous les matchs 80 minutes en fête 3, si vous le faites en fête 2, je vous garantis qu'au mois de décembre... La différence, elle est vraiment flagrante pour toi là sur oui. Ouais. Alors sur les impacts, ça va dépendre des équipes. Là nous je pense qu'on a une poule malgré tout qui est quand même... C'est la régularité des impacts en fait qui est plus dure. On a une poule qui est quand même très homogène. C'est ça, qui est dense. C'est très serré et ça tape quand même fort et on répète ça tous les week-ends quoi. Donc c'est bien plus exigeant que de la Fédérale 3. En tout cas, vous nous avez ouvert et on vous remercie les deux équipes, les vestiaires, et on remercie toutes les équipes qui le font quasiment tous les week-ends. Ça nous permet de venir ressentir un peu le pouls du rugby amateur. On était du coup dans les vestiaires, c'est Kylian qui avait fait le déplacement du côté de Pierre-Rajon, de Saint-Savin au début du match. On se plonge un petit peu dans un vestiaire, on va en parler. J'ai pas fréquemment vu des ambiances comme ça d'avant-match, on en parlera tout à l'heure. Donc les gars, faut passer un cap, hein. Ça dort là. On se connaît les mecs. On le sait que ça dort là. Passez un cap individuellement les gars. Si personne n'a envie aujourd'hui, on fait quoi? On n'a pas envie de jouer un derby.
On n'a pas envie de jouer le match du maintien. Oh, on va dormir tout l'après-midi là. La guerre, on s'est bien entraîné malgré les conditions, mais par contre aujourd'hui il faut qu'on valide. C'est une équipe à notre niveau. Donc ça veut dire qu'on applique, on respecte ce qu'on s'est dit. On a dit il faut qu'on joue avec l'arbitre en 10 minutes. Et par minute on essaye de jauger. Et après on avise. Il nous l'a déjà dit, il veut que personne parle. Donc tout le monde ferme sa ruche et tout le monde reste concentré sur ce qu'il a fait. Bien. Allez les mecs, pour nous aujourd'hui. Allez là. Allez là. Allez. Alors, c'est pas nous qui avons rajouté la musique. Elle était d'origine. Et alors, pour être franc, Kylian, qui a filmé, qui a été joueur en son temps, il n'y a pas si longtemps, il m'a dit, mais moi, j'étais prêt à y aller. La musique, ça l'a mis en transe. Il m'a dit, expliquez-nous, là, c'est quoi ça? Ça a été mis en place, je dirais, il y a 2 saisons. C'est une idée du coach de l'époque, il nous avait dit mais essayez ça, et on l'avait essayé, et ça avait fonctionné, donc on l'avait un petit peu gardé, et en fait plus on avançait, plus la musique devient entraînante. Là c'est vrai qu'on est sur de la techno un peu, ça envoie qu'on peut partir en rave là, et finalement ouais ça sert un petit peu. Alors après il faut faire attention des fois faut pas que les mecs aient non plus besoin de la musique pour se transcender. Et c'est là que vous le mettez à chaque match, ou il y a des matchs où vous en mettez pas? On l'a eu enlevé un petit peu. Ça dépend des matchs. On l'a surtout bien réduit, parce que c'était début de saison, c'était bien 30 minutes avant le match. Ouais. Là, on l'a démarré 5 minutes avant. Mais c'est vrai que c'est pas fréquent d'avoir une musique comme ça, mais vraiment jusqu'à la rentrée. L'an dernier, c'était mal perçu en Fédéral 3 où on était premier de poule. Certains voyaient ça un peu comme qu'on prenait les équipes de haut parce que ils mettent la musique, ils s'en foutent. Et en fait, c'est vraiment pas dans cette idée-là. C'est plus ça permet de se mettre dans sa bulle. Ça évite des fois les bruits parasites ou le silence de vestiaire qui peut être pesant pour certains. Donc voilà, tout le monde adhère pas forcément. Nous, ça se passe quoi. En tout cas, c'est parti. Il n'y a pas de réglementation là-dessus, j'imagine. Je me pose la question à tout hasard. Mais non, c'est un peu monnaie courante après le match. Ouais, après ça, Il y en a, c'est une vraie partie. Moi, j'ai même vu des mecs des barbecues dans les vestiaires. Ah ouais, c'est pas là. Oui, plus il y a affinité. Mais c'était pas la tour d'ailleurs. Qui avait eu un truc comme ça. C'est ça. Il y a eu des choses un peu folles. Mais avant, c'est pas fréquent quand même. Avant, non, c'est avant. Si des fois il y a la musique, mais c'est beaucoup plus discret que ça. Enfin, après, tout le monde a ses écouteurs, etc. C'est vrai, il y a ce silence pesant, après chacun... Mais là, on le voit, à un moment donné, je sais plus si c'est toi qui parle, puis la musique qui recommence, t'as là qui commence à sauter. Bon, écoute, en tout cas, ça a marché sur Kylian, qui était prêt à rentrer. Première mi-temps qui démarre, du coup, est-ce que vous êtes rentré? On va voir les images de la première mi-temps. On est déjà dans le vestiaire. Non, on va plutôt d'abord passer à la première mi-temps, avant d'aller au vestiaire de la mi-temps. Comment s'est passé le début de match pour vous, du coup, après cette rentrée en musique? Pas très bon. Voilà, donc forcément, ça n'a pas forcément aidé alors. On fait un début de match un peu chaotique où on fait quand même pas mal d'en avant. Je pense qu'on a été surpris par le terrain. Parce que même moi, je n'avais pas joué sur synthétique depuis très longtemps. Et on ne s'attend pas à ce que... Moi, j'ai trouvé que le ballon était très glissant. Donc je ne sais pas si ça vient des conditions ou pas. Mais il a fallu s'adapter. On en avait parlé dans la semaine qu'il fallait qu'on s'adapte rapidement au synthétique parce qu'on n'a pas l'habitude. On a plus l'habitude de la boue. Donc on a mis bien 5-6 minutes, je dis, à se mettre dedans. Il y a eu un petit moment de flottement. Après, on a réussi un peu à jouer sur, on va dire, de 10 à 15 minutes. Et puis après, on tombe dans un faux rythme, on s'est lissé un peu, on leur a donné le ballon trop facilement, on sort pas notre camp et on est tombé dans un vrai faux rythme sur la première mi-temps. Avec votre pilier qui se blesse d'ailleurs tout seul, je crois, en tombant, on l'a vu sur l'image, c'est votre pilier pardon, qui se blesse tout seul, pardon. Du coup, même question, début de match finalement pas si mal, première mi-temps plutôt bonne. Oui, la première mi-temps dans l'ensemble a été bonne parce que voilà, on est ambitieux, on arrive à envoyer les ballons sur les extérieurs et c'était vraiment notre objectif, quoi. C'était de jouer. Et voilà, on savait que devant ça allait être compliqué, mais on voulait vraiment envoyer le ballon sur les extérieurs et multiplier les temps de jeu. Profiter aussi du coup de ce terrain pour aller développer ce jeu un peu rapide. Bien sûr. Qui à un moment donné était un peu la patte de la tour quand vous étiez monté il y a quelques saisons. Hein. Voilà, c'est se faire des passes, emmener les ballons sur les extérieurs et voilà, sur les images, on voit qu'on y est arrivé et on a su les mettre à mal là-dessus. Alors le score à la mi-temps, rappelle-moi, j'ai un petit doute. 17-10, je crois.
Ouais, 17-10 pour vous. Voilà. On va arriver au vestiaire ensemble, mais Evan, pour toi aussi, cette première mi-temps, tu l'as senti... Ouais. Mais encore une fois, notre gros souci, c'est concrétiser. Ouais. On voit qu'on fait plusieurs temps, comme l'a dit Greg, quand ils sont pas dedans, on doit tuer sur le les match. temps forts, Dès le début sur nos temps forts. Et on n'y arrive pas, et après ils marquent juste après. C'est-à-dire que pour toi, quand tu arrives à la mi-temps, tu es presque frustré, tu penses qu'il y aurait dû avoir peut-être quelques points en plus? Au moins peut-être un essai. Ouais. Alors, sans être mauvais, mais au moins un essai. Sur les temps forts, en tout cas, les temps forts pas concrétisés. On va aller au vestiaire avec vous, et merci encore une fois aux deux équipes qui nous ont ouvert les vestiaires pour voir justement ton discours alors que tu mènes à l'extérieur 17-10. Ils attendent que ça, qu'on leur rende le ballon. Oh, maintenant, les gars, faut bien se mettre dans la tête. Dès qu'on a la possession, on les met à la faute. D'accord? Dès qu'on a la possession, on les met à la faute. Mettez-moi un temps à axe, et après, on va chercher les extérieurs. Ça, on sait le faire, les gars. Prenez de la profondeur derrière. Prenez énormément de profondeur, on les met énormément à mal. D'accord? Ok, les mecs? On est bon là-dessus? Les gars, en défense, ils vont rien inventer. D'accord? Ils vont jouer dans l'axe, ils vont faire plier leur gros, et c'est tout ce qu'ils vont faire. D'accord? Oh, sur les phases de rock, les gars, mettez plus d'agressivité. Il faut qu'on mette plus d'agressivité, les gars! Venez plus bas! Eux, ils plongent! On a le droit de plonger, hein! D'accord? Fais l'exploit. Ok, les mecs? C'est dans nos têtes, hein. Allez, on se bat contre eux qui viennent mettre les mains, il faut qu'on retarde ça. Et venez plus bas. Kevin, il l'a dit, hein. D'accord, les mecs? Oh les gars, on va se le faire. On va se le payer celui-là. D'accord? On le mérite, ça fait un mois qu'on mérite. D'accord? On va se le faire. On est partis les mecs? Ouais. Allez les gars, juste. Allez, poulet, allez. Si, on va prendre les points. Alors j'ai une première question, Xavier. Le fait de jouer le bas de tableau, quand tu mènes à l'extérieur, est-ce que, je ne veux pas dire qu'il y a une peur de perdre, mais que quand tu es en haut de tableau, les choses elles sont toujours plus faciles. Est-ce que le fait d'être en bas de tableau, tu sais que c'est fragile en fait l'équilibre? Bien sûr, parce que ça nous est déjà arrivé. À Villefranche, à la 76e, on mène à l'extérieur, on mène 16-13. À la 76e, on prend un essai transformé. Vous savez très bien, moi j'étais au match contre Saint-Claude, que s'il n'y avait pas plus 10 à 3 minutes de la fin, ça allait finir fort. Ça allait être compliqué. Il y avait plus 10, mais à 7 minutes de la fin, et on n'a pas réussi à tenir le score. Alors Alex, comment toi ton discours, comment ça s'est passé à la mi-temps dans le vestiaire? Qu'est-ce que vous vous êtes dit en étant mené à la maison? On s'est dit qu'on a manqué un petit peu de précision en première mi-temps. On fait comme dit, on fait une entame les 5 premières minutes catastrophiques, puis on arrive à remonter un petit peu. Et après, on se rend dans ce rythme, comme disait Greg tout à l'heure, parce qu'on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts. Plusieurs fois, on arrive proche de la ligne, on se fait gratter un ballon, on fait un en avant, et du coup, en fait, des fautes qui nous ramènent un peu chez nous et qui font que pendant les 15 dernières minutes, on n'a plus le ballon et on fait que défendre. Et en fédéral 2, quand tu défends, tu prends des pénalités, tu prends des essais. Du coup, tu as demandé aux joueurs. C'est Greg, qui a demandé aux joueurs de plus de rigueur et puis plus de précision. Ouais. On s'était dit des trucs avant le match, notamment on est beaucoup pénalisé. Notre gros point noir, nous, c'est la discipline. On s'était dit justement, et ça rebondit sur ce qu'on disait avant, où on voulait travailler un peu avec l'arbitre en disant il faut qu'on étudie comment il arbitre sur le début de match pour qu'on puisse jouer avec ça. Ça veut dire que vous aviez étudié le style de l'arbitre? Non, pas avant, parce qu'on n'a pas. Alors, on l'a eu fait il y a quelques saisons où on travaillait la semaine avec nos arbitres. Ah oui, sur le style un peu. Chez nous, avec le style de l'arbitre du week-end. Là, on commence juste à le mettre en place parce qu'on a tellement de trucs à travailler, je pense qu'on a priorisé. Ouais. Là, ce week-end, on voulait pouvoir étudier comment l'arbitrage allait se passer pour qu'on puisse, nous, s'adapter, savoir ce qui va siffler, comment il va siffler et voir ce qu'on pouvait faire. Alors, dans les faits, c'est pas toujours facile parce qu'on a tellement de trucs à travailler et il se passe tellement de trucs dans un match. Là, on a encore fait trop de fautes bêtes qui nous coûtent cher et à la fin, ça peut nous coûter vraiment cher parce qu'on peut perdre le match. Alors, c'est quoi le déclic du coup sur la fin du match pour vous? C'est qu'on a donné les consignes à la mi-temps, elles ne sont pas respectées sur la première partie de deuxième mi-temps et à la 70e il y a un sursaut d'orgueil de tout le monde où je me suis un peu énervé en me disant on donne des consignes à la mi-temps,
personne ne prend ses responsabilités. Donc maintenant, tout le monde s'y met un peu, et puis voilà. Sur l'état d'esprit collectif, ouais. C'est de rien lâcher. Alors, on va voir, je crois qu'on a quelques images d'après-match et forcément de la joie de Saint-Save. On peut peut-être l'envoyer. Je vous ai pas commandé ça tout à l'heure. J'ai failli crever. Par contre, les gars, par contre, bravo parce que vous avez gagné tous vos duels. Honnêtement, peut-être pas tous, mais si on perd ce match, je comprends pas pourquoi. Vous avez été vaillants. Il y a Val, il me dit on va perdre. Il y avait 10 points d'écart. C'est sûr qu'on gagne le match. Les boîtes que vous avez mis, les gars, je suis fier de vous. De toute façon, même si on avait perdu, on est hyper fiers de vous. Et voilà, le dieu du rugby il est avec nous maintenant. Alors forcément la joie de Saint-Save, forcément la déception, malgré tout il y a quand même des choses, alors je sais que c'est toujours dur à dire sur les défaites, mais ça reste quand même une défaite encourageante, il y a eu du bon sur ce match. Ouais, la fameuse défaite encourageante, ouais. Mais elle se répète de plus en plus et elle ne paye pas comptablement, donc ouais c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est sur 5 ou 6 défaites de suite. Ouais. Et ouais, la fameuse défaite. Ça joue dans la tête, ça. Ouais, bien sûr, les gars. Dans ta gestion de match, tu le sens à un moment donné que ça t'échappe pour ça ? Ouais, voilà. On est devant à 10 points à 7 minutes de la fin et voilà, ça nous échappe. C'est fébrile un peu, tu sais. Ouais, on est plus fébrile. Voilà, le fait que notre pilier sorte à la 20e aussi, c'est notre plus gros porteur. Ça a été compliqué. Mais voilà, la fameuse défaite encourageante, elle commence à gonfler. Après, les gars, voilà, moi, je suis fier d'eux. Je leur ai dit à la fin, voilà, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait parce qu'on les a fait trembler quand même. Hein. Mais voilà, on va continuer à travailler. On n'est qu'à la moitié de la saison, en fait, parce qu'on a aussi un match en retard. Donc, il reste 11 matchs. Voilà, faut que... On va regarder le classement, d'ailleurs, pour confirmer tes dires. La Bièvre, hein, qui est toujours leader, bien sûr, 54 points, invaincu. Il fait partie des 3 équipes invaincues à la trêve au niveau national, hein, devant Saint-Jean-de-Bournay, qui fait une saison incroyable, hein, Saint-Jean-de-Bournay. Voiron 3e. Et si on va à la fin de ce classement, la Alors Tour... nous, c'est moins 103 points. Ah, c'est moins 103 Je voudrais bien avoir 103 points avec seulement 3 victoires. Il a été sympa, Kylian. C'est bien moins 103, effectivement. Par contre, du coup, vous êtes pour l'instant à égalité de points, d'où l'importance quand même de ce match, qui était, on voit cette fin de tableau. Rieux 16, vous 20, La Tour 20, Saint-Claude 23, même le 15 de la Dombe 25, Andrézieux 26, c'est pas grand-chose. Tout est jouable pour tout le monde encore. Oui, bien sûr, tout est jouable. Après, voilà, Saint-Save, c'est pareil. Sur 11 matchs, on va recevoir 6 fois et se déplacer 5 fois. Voilà, il n'y a plus trop de droit à l'erreur, mais je dis ça, mais ce week-end, on reçoit la Bièvre, qui est invaincu. Ouais. Ils vont bien en perdre un, quoi, mais alors, ça serait bien que ce soit dimanche. Est-ce que c'est bien qu'ils aient pas joué ou est-ce que c'est pas bien? Je pense qu'ils vont avoir un petit manque de rythme quand même. Parce que bon, je pense qu'ils n'ont pas dû s'entraîner entre Noël et le jour de l'an. Mais voilà, c'est une grosse équipe. Et avec les terrains qu'il y a en ce moment, jouer la Bièvre sur terrain ingrat, c'est pas très drôle. Mais voilà, on reçoit la Bièvre, on va à Saint-Priest qui est 5e et on va à Saint-Jean-de-Bournay. Donc ouais, le programme, il est compliqué, mais voilà, on continue à travailler. Pardon, je t'ai coupé, mais plus grosse équipe que vous ayez joué pour vous, la Bièvre cette année? Plus difficile. On les a joués le deuxième week-end et en fait il pleuvait, le jeu était vraiment haché. Non, nous c'est Saint-Jean-de-Bournay, Andrézieux aussi, on a pris une rousse à Andrézieux. Et voilà, c'est pour moi les deux plus grosses équipes qui m'ont impressionné. Il y a une équipe qui vous a impressionné un peu plus qu'une autre? Je pense le Saunier. Alors c'est vrai que nous c'est la plus grosse volée qu'on prend, c'est là-bas. Ouais. Je pense qu'on s'est pas bien déplacé là-bas, c'est aussi ce qui explique le score. Mais moi c'est l'équipe que je trouve la plus solide. C'était du jeu pas forcément très compliqué, hein, du jeu d'avant, une passe mais c'était efficace. C'était un dimanche compliqué. Hein. Pareil pour toi, Greg. Oui. On a pété pas mal de joueurs en plus sur le début de saison et je crois que ce match-là, on a fait un record. On a dû péter 5 mecs, je crois. Ah oui, il a fait mal. Défaite plus blessure, ça ne devait pas faire plaisir. Grosse défaite. 70 points. Alors on se déplace dans l'autre poule de Fédéral 2, puisqu'on avait la dernière fois Valérie Marzoulou qui nous parlait de Saint-Marcelin isolé, hein, avec les clubs du Sud, seul club local, hein, qui est ici, et qui se déplaçait à Avignon cette fois, et on a quelques images, merci Zoul qui les a envoyées, Saint-Marcelin qui
qui jouent toujours. Hein, ils arrivent à marquer. Alors certes, ça s'incline, mais voilà, plusieurs essais marqués, 21 points marqués par Saint-Mars. Et malgré ce championnat très compliqué, là aussi, rien n'est terminé derrière, puisque Saint-Marcelin, avec 13 points, a toujours en ligne de mire Montélimar, hein, qui est devant. Et il y a un Saint-Marcelin-Montélimar qui va bientôt arriver et qui devrait être un match voilà, qui compte double, surtout que Saint-Mars a un match en retard. Voilà, donc il faut garder un petit peu l'espoir du côté des Saint-Marcelinois. Monaco est premier devant Avignon, Le Pontet dans cette poule, Palavas, Aubagne. Vous voyez, ça sonne très sud. Quand j'ai envoyé un message à Valérie pour savoir si ça jouait ce week-end, il a rigolé en me disant mais nous, tous les matchs se jouent, évidemment, parce que du coup là-bas il fait un petit peu moins froid. Voilà pour la Fédérale 2, poule 3. Allez, avant de terminer par la Fédérale 1, on a quand même voulu tester tout à l'heure vos capacités de connaissance du jeu. On va terminer. On a une belle casquette, la Rugby Division, offerte par notre partenaire Rugby & Co qu'on va remercier. Vous allez reprendre vos téléphones, messieurs, et on va enchaîner avec 3 autres questions, un petit peu de culture générale rugby, puis après on ira parler de la F1, et il y a pas mal de choses à dire sur la Fédérale 1. Restez bien avec nous. Alors, la deuxième partie, la fin du jeu. Allez, on va enchaîner. C'est Alexis, hein, qui était premier devant Evan et François. Question numéro 4. C'est tout bon ? Allez, c'est parti. Si un spectateur rentre sur le terrain et plaque un joueur qui va marquer, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un essai de pénalité ? Est-ce qu'il y a pénalité et carton jaune pour le capitaine adverse ? Est-ce qu'il y a une mêlée ? Ou est-ce qu'il y a un bras cassé ? On s'est renseigné, hein, on est allé la chercher loin, celle-là. Non, il n'y a qu'une réponse possible. Je pense que vous n'êtes pas allé chercher assez loin. Ah ouais, j'ai appelé un vrai arbitre. Un vrai arbitre qui m'a confirmé. J'espère que je ne me suis pas gouré. Là, j'ai même pas appuyé, moi. Ah bah. Alors, d'ailleurs, non, merde, je me suis gouré, c'était pas un bras cassé, c'était une mêlée, normalement. Non, c'est ça, c'est une mêlée. C'est moi qui me suis trompé dans les réponses. Donc, je ne sais pas qui a répondu mêlée. C'est moi. C'est toi, c'est une mêlée, mais tu n'auras pas les points. Je suis désolé, je me suis trompé dans le jeu. Est-ce que tu me confirmes ? Parce que si un spectateur rentre... Un spectateur rentre, parce que du coup, on allait chercher loin, on a demandé. Un spectateur qui rentre... Et qui va être un joueur qui part et il va le plaquer. Et a priori, c'est mêlé au moment du... non, je te dis... Oui, c'est ça, c'est mêlé au moment du... C'est sur le règlement, ça ? En fait, il n'y a pas de réponse au règlement, il n'y a que des interprétations. Oui. Toi, c'est quoi ton interprétation ? Non, mais déjà, s'il y a un spectateur qui rentre... Mais il y a un mec qui part, le mec il est là sur la main courante, il rentre, il plaque le gars. Oui, alors du coup, c'est pas un envahissement de terrain, parce que déjà, c'est un cas d'arrêt de match. Hein. Ah, toi, tu arrêtes le match, par exemple. Non, si c'est 15 spectateurs... Ah, mais il y en a un qui rentre, au moment de l'essai, tu vois, fin de match, le mec qui part en contre... Un truc improbable, quoi. Improbable, mais bon... Mais qui peut arriver, ça arrive plus au foot que... Ouais, mais voilà, il rentre, il gêne, il vient le plaquer, tu siffles quoi, toi ? En fait, il est pas dans son but, hein, il est encore dans le... Moi, j'ai jamais eu ce cas-là. C'est sûr que s'il y a plusieurs joueurs qui rentrent, du coup, c'est un envahissement de terrain, donc c'est un cas d'arrêt de match. 3 coups de sifflet, tout le monde à la maison. Un seul. Après, s'il y a un incident de ce type-là, le cas où on aurait repris le jeu, effectivement, le jeu, il a été arrêté. Donc, on va le reprendre par le biais d'une mêlée. Parce qu'il n'y a pas de fautif directement. Par contre, sur le fait que le joueur, il rentre... Alors après, le spectateur, j'imagine que le RF fait son rôle. Mais je pense que le club local, ça va lui coûter cher. On a demandé. Alors, il n'y a pas de réponse au règlement. C'est d'ailleurs, il y a un flou un petit peu. Bon, c'est pas un cas qui arrive tous les jours, parce qu'il faut quand même aller plaquer un mec qui arrive lancé. Mais néanmoins, a priori, c'est une mêlée au point du plaquage. Si le jeu, là où le jeu aurait repris sur la mêlée. Ouais, c'est ça. Et en tout cas, mais mêlée pour l'équipe qui avait le ballon. Voilà. Donc ça donne pas des idées aux mecs d'aller plaquer des. Bon après. C'est quand même pas facile. Supporter, t'as pas regardé non plus il y a combien de questions ? On va voir la question suivante. Peut-être qu'on y va. On en est. On Question suivante. Un petit peu dans une mêlée aussi, ça. C'est vrai. Ouais, donc c'était la mêlée, mais je retiens que tu as quelques points qui t'ont pas été attribués, François, malheureusement. Je survivrai. Le porteur du ballon est dans l'embut et il percute un soigneur ou un de ses remplaçants et il fait tomber le ballon. Ah non, je suis allé chercher très loin la question. Donc, par exemple, Evan, il arrive dans son embut, il fait un peu le malin, il est avec ses copains et il tombe contre son gars, le gars le percute, il tombe. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, mêlée à 5 pour l'adversaire, renvoi d'embut, renvoi au 22 ou essai accordé à l'endroit du contact. C'est dur, Et non, il est dans l'embut pour aller marquer un essai. Ah, j'ai pas le temps d'appeler. Et moi, c'est déconnecté. Pas le temps de mettre. Eh bien, la bonne réponse, c'est qu'il y a essai. Et même si tu n'aplatis pas et que tu... Non, mais alors, on est d'accord, tu valides ma... Alors, reprends du début. Alors, il y a Evan, il est là, il arrive, il est dans l'embut.
Il est dans son embut. Non, il va marquer. Il va pouvoir aller marquer. Pour moi, il était dans son embut et il percute. Bon, déjà, le soigneur, il a rien à faire là, déjà. Ah oui, alors ça peut arriver qu'il a rien à faire là, mais peut-être qu'il était en train de soigner un gars. Alors, ça peut arriver aussi. Ouais. Bon, bref, il arrive, il va marquer, et au moment de marquer, en fait, il percute un mec qui était à l'échauffement, mais de sa propre équipe, le ballon tombe, et a priori, il y a essai. Le ballon tombe, enfin il aplatit le ballon, il fait un toucher en but. Il aplatit pas, mais a priori il y a essai au point de contact. Et c'est dans les règles de World Rugby qu'on allait chercher ça. Il y a essai au point de contact, parce que la règle ne précise pas en fait si c'est un adversaire ou un coéquipier que tu percutes. Du moment où tu percutes quelqu'un dans l'embut qui ne fait pas partie du jeu, il y a essai au point de contact. Est-ce que tu as déjà vu ce cas de figure? C'est World Rugby, ça veut dire que tu as trouvé ça en anglais, parce que World Rugby c'est en anglais, à moins que tu aies eu la version Après je l'ai confirmé avec d'autres arbitres, que je ne nommerai pas, mais au moins deux qui m'ont confirmé, et que la règle c'est... Et alors, on est d'accord, c'est tarabiscoté, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est donc a priori essai au point de contact. Est-ce que ça te parle ou pas? A priori comme ça, non, pas trop. Toi, t'aurais sifflé quoi, tiens, un cas comme ça? S'il vient percuter... un mec qui s'échauffe, il le percute et du coup il marque pas. Et il percute par exemple un adversaire qui s'échauffe. Là, tu vois. Alors non, mais si c'est un adversaire et que du coup l'essai il coulait de source, voilà, par contre c'est une bonne gestion de merde ça. C'est une bonne gestion de merde parce que du coup la règle elle précise pas. La règle elle précise que si tu touches quelqu'un dans l'embut, il y a essai au point de contact, mais ne précise pas si c'est un adversaire ou si c'est un coéquipier. Voilà, donc ça. Je me suis cherché, il fallait que je te piège, donc je suis allé chercher loin quand même la question. C'est réussi. Voilà, c'est réussi. On va avoir des bons cas ce week-end. Voilà. Allez, le classement. Classement après cette réponse. C'est Alexis qui est en tête devant Evan et François. Allez, dernière question. Je vais aller un peu moins chercher loin, la dernière, promis. Je ne me rappelle même plus d'ailleurs ce que j'ai mis comme question. Point compte double sur la dernière. En quelle année a été créé le top 14 qui a remplacé le top 16 ? Est-ce que c'était en 2002-2003 ? En 2005-2006, est-ce que c'est en 99-2000 ou est-ce que c'est en 2007-2008 ? Eh bien, on va voir. Est-ce que tout le monde, il y en a un qui n'a pas répondu ? Oui, top 14. 3, 5, 6, c'est bon. C'est en 2005-2006 que le top 16 est devenu top 14. Allez, on va voir le classement final qui a gagné cette casquette. J'espère que François n'est pas deuxième, sinon je trouverai une solution. Le troisième, c'est Xavier. Voilà, Xavier qui termine troisième. Le second, c'est François. Bon, écoute, tu auras un cadeau, on va trouver quelque chose. Et le premier, avec 3000 points, c'est Aurélien. Magnifique. Bravo. Aurélien, tu as grillé François sur la ligne, donc tu as gagné ta casquette. Mais on va te trouver un cadeau, François. Je remarque qu'il n'y a aucun joueur ni coach qui fait partie du top 2 là. Casquette une semaine sur deux, la moitié. Voilà. Exactement. Faut la garder. Merci beaucoup. J'avoue que je suis allé chercher un peu loin ces règles. Mais ça reflète bien le règlement actuel, c'est-à-dire qu'on se dit l'arbitre, c'est flagrant, mais en fait c'est la catégorie A, B, C, C', D, E, enfin voilà, et on joue avec ça tout le temps, et il y a plein de petites subtilités dans les règlements. Tu l'as très bien évoqué. C'est vraiment des très grosses subtilités. On peut faire des bonnes soirées, un règlement. C'est ça. Allez, on va terminer cette émission avec la Fédérale 1 et les résultats. Il y a eu des très bons résultats pour nos clubs locaux, notamment Saint-Jean-en-Royan qui s'impose contre Bédaride. On a les images de Saint-Jean-en-Royan qui fait une super saison là en Fédérale 1. Saint-Jean-en-Royan dont on a appris que les coachs partiraient en fin de saison. Romain Végnat notamment et David Vauden qui seront normalement avec nous la semaine prochaine, qui termineront donc qui font leur dernière saison du côté de Saint-Jean-en-Royan. Saint-Jean-en-Royan qui s'impose et qui confirme qu'il va falloir compter sur eux pour cette année, tout comme Montmélian. Mais Montmélian, c'est même plus une confirmation. Maintenant, c'est une valeur sûre de ce championnat. Montmélian, encore qui s'impose. Montmélian qui est sur une dynamique depuis 5-6 ans de montée progressive et de domination de championnat. Enfin, pour le coup, on peut qu'apprécier la montée de ce club depuis 5, 6, 7 ans. Ouais, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Champion de France Fédéral 2. Là, ils roulent sur la Fédéral 1 et c'est un modèle pour pas mal de clubs, je pense, parce que niveau formation, ils arrivent à regrouper un peu tout ce qui est territoire à côté et ils font du bon boulot.
Bah voilà, en tout cas, dans cette poule, il y avait un dernier match, c'était Gruissant qui s'est imposé du côté de Château-Renard, 30-27. Le classement de la Fédérale 1, poule 2, Montmélian en tête avec 51 points devant Annonay, qui n'a pas joué, 41 points, c'était du côté de Vinay. Saint-Jean-en-Royan qui remonte à la 3e place, Béda, Nuit-Saint-Georges. Et à l'arrière, Vinay, 27 points devant Berlétan et Annecy. Attention, il y a quelques matchs en retard pour les 4 dernières équipes qui ont des matchs en retard. Voilà pour cette émission qui touche à sa fin, les amis. Merci beaucoup à tous d'être venus. Déjà après votre match, pour vous qui avez fait l'effort le lendemain d'un match, c'est toujours difficile. Bon, toi, t'as pas arbitré, tu as eu un week-end de repos, mais tu es quand même venu. Merci Aurélien beaucoup, parce qu'on a parlé de plein de sujets transversaux et c'était vraiment très intéressant. François, merci également d'avoir témoigné cette partie pro et cette partie pour les jeunes. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr. Avant tout, je remercie Mathias et Kylian en régie, et Kylian qui avait fait le déplacement pour filmer ce week-end. Double merci pour lui, il a fait une bonne émission. Tous ses copains pourront le remercier cette fois. Pas de clash. Merci à lui et merci à vous toutes et tous sur l'antenne de TG+. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. Ciao, ciao.